Les mains de Samuel Becquet tremblaient quand il porta la bouteille de cognac à ses lèvres. Vide. Il la jeta dans la neige et la regarda disparaître dans le blanc. 4 ans depuis qu'il avait enterré Marguerite et Guillaume dans la terre d'Alsace. 4 Noëls à fuir leurs fantômes à travers les routes enneigées de l'Auvergne. Puis 2 voix de jeunes femmes fendirent l'air glacé comme une faux dans du blé mûr. « Monsieur, je vous en supplie. » 2 silhouettes se tenaient au portail d'une clôture usée, les doigts serrés sur les barreaux de bois. Des jumelles à peine adultes, 18 ou 19 ans peut-être, dans des manteaux si souvent reprisés que le tissu d'origine n'était plus qu'un souvenir. Elles restaient parfaitement immobiles, les yeux levés vers lui, brûlant d'une certitude absolue. « Dieu vous a envoyé, dit l'une d'elles, la voix à peine audible. Nous prions chaque matin. Et vous voilà. » Le cheval de Samuel s'arrêta. Sans commandement. L'animal s'immobilisa simplement, les oreilles dressées, comme s'il reconnaissait quelque chose d'important. Samuel serra les mâchoires. Il allait passer son chemin. C'est ce qu'il faisait désormais. Ses talons pressèrent les flancs de la bête pour l'inciter à avancer. Mais ses mains ne levèrent pas les rênes. « Monsieur, » reprit l'autre jumelle, la voix plus douce encore. « Notre mère est seule depuis 2 ans. Cette ferme va tomber en ruine. Nous avons prié pour que quelqu'un vienne nous aider, pour que quelqu'un ne passe pas son chemin. » Samuel les dévisagea. Même visage, même nez légèrement retroussé rougi par le froid, mêmes yeux immenses débordant d'un espoir qu'elle n'essayait même pas de dissimuler. Cette certitude absolue qu'il était une réponse du ciel. Sa gorge se ferma. Juste aujourd'hui, ajouta la plus silencieuse des 2. C'est tout. Jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, vous pouvez repartir, avancer. Ne pas s'arrêter. Ne pas laisser ses yeux creuser dans l'espace vide où son cœur battait autrefois. Mais ses mains refusaient de lever les rênes. La porte de la chaumière s'ouvrit à la volée. Une femme en sortit en courant, son châle volant derrière elle, le visage blanc de mortification. Des cheveux roux s'échappaient de ses épingles. Des yeux qui contenaient en proportions égales de la force et de l'épuisement. Grâce, espérance, rentraient immédiatement. Elle les rejoignit en 3 enjambées, saisit leurs épaules. Ses joues brûlaient de rouge. « Je suis navré, monsieur. Elle n'aurait pas dû vous importuner. »« Maman, » dit la première jumelle en se dégageant légèrement. « Tu as dit que l'on pouvait demander à Dieu n'importe quoi. Ce n'est pas ce que j'entendais par là, Grâce. » La seconde jumelle, Espérance, tira doucement le bras de sa mère. « Il s'est arrêté, maman. Il nous a entendus et il s'est arrêté. » La femme ferma les yeux, prit une longue inspiration. Quand elle regarda Samuel à nouveau, la dignité avait remplacé la honte. Éléonore Callahan. Elle redressa l'échine. « Je vous présente mes excuses pour le dérangement, monsieur. » « Aucun dérangement, madame. » La voix de Samuel sortit rauque, rouillée d'inutilisation. Éléonore l'étudia, prit en compte son manteau élimé, son visage buriné par les intempéries, ce regard hanté qu'elle reconnaissait sans doute, parce qu'elle le croisait chaque matin dans son propre miroir. « Laissez-moi vous offrir le déjeuner en guise d'excuse. » Elle hésita. « Vous êtes gelé jusqu'aux os. C'est Noël. Je ne peux pas vous laisser repartir le ventre vide. » Samuel aurait dû refuser. « S'il vous plaît, monsieur. » C'était Espérance, la silencieuse. « Juste le repas. Maman fait d'excellentes galettes de sarrasin. »« Juste le repas » s'entendit dire Samuel. « Je vous en remercie. » Il descendit de cheval, attacha sa monture. Grâce chuchota à sa sœur, assez fort pour être entendu. « Tu vois, il est resté, je te l'avais dit. » Ces mots le frappèrent comme un poing. Samuel faillit détacher son cheval, sauter en selle et galoper vers l'horizon. Mais la porte de la chaumière était ouverte. La lumière du feu débordait vers lui. La chaleur se tendait vers lui comme une main. Il entra. La chaumière était petite mais propre. Le feu crépitait dans l'âtre. La table était mise pour 3. Éléonore ajouta une 4e assiette sans commentaire. Tout trahissait le soin minutieux. Les rideaux, les coussins des chaises, les courtes pointes sur les lits entrevus par la porte entr'ouverte. Pauvre mais fier. Propre mais reprisé. « Asseyez-vous. » Éléonore désigna le bout de la table. « Vous 2, lavez-vous les mains. » Samuel retira son chapeau, s'assit à l'endroit indiqué. La chaise à côté de lui semblait chargée de fantômes. La présence douce de Marguerite, la main petite de Guillaume tendue vers la sienne. Il repoussa les souvenirs avec force. Les jumelles revinrent, prirent place et l'observèrent sans gêne. « Vous portez un vrai pistolet ?» Grâce se pencha en avant. « Vous avez déjà affronté des brigands ? Vous avez déjà été dans une rixe ?» Grâce. La voix d'Éléonore trancha net. « Laissez monsieur manger. » « Ce n'est rien, madame. » Samuel prit sa fourchette. « Oui, j'ai un vrai pistolet. Non, je ne cherche pas les bagarres. Un homme avisé évite les ennuis. Et si c'est l'ennui qui vous trouve ?»
La voix tranquille d'Espérance. Samuel la regarda, même visage que sa sœur, mais quelque chose de plus ancien vivait derrière ces yeux-là. Quelque chose qu'il comprenait trop bien. Alors on le règle vite et sans détour. Il soutint son regard. Mais on n'emprunte pas les ennuis des autres. La vie en apporte assez par elle-même. Espérance acquiesça comme si cela avait un sens parfait. « Vous avez une famille, monsieur ?» demanda Grace. Samuel reposa sa fourchette. « Un fils à peu près de votre âge quand je l'ai perdu, et une épouse. » Le silence se fit, hormis le crépitement du feu. « Qu'est-il arrivé ?» demanda Espérance doucement. Espérance intervint Éléonore d'une voix sèche. « La fièvre les a emportés tous les deux, il y a 4 ans. » Grace posa sa main sur la sienne. « Je suis désolé que votre famille soit partie. » Elle eut un petit sourire triste. « Mais je parie qu'ils veillent l'un sur l'autre là-haut. » Espérance ajouta doucement. « Le paradis n'est sans doute pas si solitaire pour eux maintenant. » Quelque chose craqua en lui. Quelque chose de gelé depuis 4 ans. « Je crois que vous avez raison, » dit-il, la gorge serrée. Les yeux d'Éléonore luisirent. Elle battit des paupières pour se reprendre. « Encore du café, monsieur ?» Il tendit sa tasse. « S'il vous plaît. » Après le repas, Samuel se leva. « Je vais faire la vaisselle. Vous avez cuisiné. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Pour moi, si. » Il porta les assiettes jusqu'au bassin, retroussa ses manches. L'eau était froide, mais le travail faisait du bien. Les jumelles l'observaient. « Papa ne faisait jamais la vaisselle, » dit Grace. Il disait que c'était un travail de femme. Chaque personne devrait savoir prendre soin d'elle-même. Samuel récura une casserole sans se retourner. L'autonomie n'a pas de genre. Éléonore s'arrêta à mi-geste. Quelque chose changea sur son visage. De la surprise, du respect. Une opinion peu commune par ici. L'armée m'a appris vite qu'un homme incapable de cuisiner ou de nettoyer est un fardeau. Samuel essuya ses mains. L'orgueil n'a pas sa place quand il y a du travail à faire. Vous avez fait la guerre. Grace se redressa. La guerre de 70? Grace. Éléonore soupira. Allez donc vous occuper de vos affaires. Les jumelles se retirèrent dans leur coin, sortirent 2 figurines en bois finement sculptées. Samuel nota le travail. Chaque détail soigneusement ciselé. Votre mari les a fabriquées? Ce n'était pas vraiment une question. Éléonore hocha la tête. Patrick avait un don pour le travail du bois. Il parlait d'ouvrir un atelier un jour. Elle marqua une pause. Ce jour n'est jamais venu. Comment est-il mort? Éléonore fut silencieuse un moment. Quand elle parla, sa voix était posée. Mais Samuel en entendait les fissures. L'accident à la mine Villemont. Il avait pris ce travail pour nous faire passer l'hiver. Il y a eu un effondrement. Le contremaître avait ignoré les avertissements de sécurité. Patrick l'avait prévenu. Sa mâchoire se crispa. Vous ne croyez pas que c'était un accident? Éléonore le regarda en face. Je crois que mon mari était prudent. Je crois qu'il connaissait les mines. Je crois qu'il ne se serait pas trouvé dans ce tunnel-là si quelqu'un ne l'y avait pas expressément envoyé. Ce Villemont, c'est un grand personnage du canton, le plus puissant de toute la région. Il possède le plus grand domaine, la mine, la moitié des commerces, la plupart des sièges au conseil municipal. Sa mâchoire se durcit. Quand j'ai tenté d'obtenir réparation, d'exiger une enquête, il a tout étouffé. Il m'a traité d'hystérique, d'agitatrice, et la ville a pris son parti. Il ne m'achète plus mes œufs, il ne m'invite plus nulle part. Elle se remit à ranger la vaisselle, les gestes saccadés. Nous vivons seuls depuis. Samuel sentit quelque chose remuer en lui. Quelque chose de dormant depuis 4 ans, une colère juste. Ce n'est pas de la justice, c'est de la cruauté habillée en habit du dimanche. Éléonore le regarda, la surprise et la gratitude mêlées dans les yeux. C'est la première fois que quelqu'un le dit tout haut. Défendre la vérité, ce n'est pas chercher les ennuis. C'est remettre les choses en ordre. La porte de la chaumière s'ouvrit brusquement. Un homme emplit l'encadrement. La trentaine passée, les mains douces, le manteau coûteux, le sourire tout en dents et sans chaleur. Madame Callahan. Il souleva son chapeau avec une politesse exagérée. Je venais juste m'assurer que la tempête ne vous avait causé aucun dégât. Le visage d'Éléonore devint un masque. Nous allons très bien, monsieur Villemont. Le regard de l'homme trouva Samuel, se rétrécit, calcula. Et qui est-ce? Un voyageur arrêté pour le repas. La voix d'Éléonore resta plate. Il repartait justement. Samuel aurait dû acquiescer, saisir son chapeau et sortir, s'éloigner de ce qui se tramait ici. Au lieu de cela, il fit un pas en avant. Samuel béquait. Et je ne suis pas pressé. Ils se jaugèrent. Villemont voyait un errant. Personne. Quelqu'un que l'on congédie. Samuel voyait un prédateur qui tournait autour d'une proie blessée. Comme c'est aimable. Le sourire de Villemont s'amincit. Il se tourna vers Éléonore, la voix descendant dans une préoccupation factice. Vous savez comment les gens jasent. Une veuve seule. Un inconnu qui s'attarde. Ses yeux glissèrent vers les jumelles.
Je serais navré que l'on vienne à questionner votre aptitude à vous occuper de vos filles. Des dispositions peuvent être prises, vous savez. Le tribunal de tutelle peut agir vite quand un notaire formule la demande dans les bons termes. Un mariage arrangé, une mise sous tutelle. Les voies légales sont nombreuses pour protéger des jeunes femmes sans ressources. Éléonore pâlit, les mains crispées. Il n'y a rien d'irrégulier ici. Bien sûr, bien sûr. Villemont leva les mains. Je ne fais que veiller sur vous, sur vos filles. Son regard s'attarda sur les jumelles. De si charmantes demoiselles. Elles méritent de la stabilité. Un foyer convenable. Elles ont un foyer. La voix d'Éléonore tremblait. Ce foyer-ci, pour l'instant. Villemont souleva son chapeau. Joyeux Noël, Madame Callahan. Réfléchissez à ce que je vous ai dit. Il sortit. Sa présence s'attarda comme une fumée nauséabonde. Éléonore resta rigide, frémissante. Maman, dit Grâce d'une voix petite, est-ce qu'il va nous séparer de toi? Éléonore traversa la pièce en 3 enjambées, prit ses filles par les épaules. Non, personne ne vous emmènera nulle part. C'est notre foyer. Papa l'a construit et nous y restons. Samuel les regarda. Cette petite famille qui se serrait l'une contre l'autre, contre un monde qui essayait de la briser. Il pensa à Marguerite, à Guillaume, à toute la protection qu'il n'avait pas su donner quand cela comptait. Il devrait partir, ce n'était pas son combat. Mais ces 2 jeunes femmes avaient prié pour que quelqu'un s'arrête. Et c'était lui qui était arrivé en chevauchant, madame. Sa voix sortit posée. Je crois que je pourrais rester pour le dîner. Aider aux corvées. Il me semble que j'ai promis à ces demoiselles de rester jusqu'au coucher du soleil. Éléonore leva les yeux vers lui. L'épuisement et la méfiance et l'espoir s'y emmêlaient. Vous n'êtes pas obligé. Je sais. Samuel prit son chapeau. Mais partir me semble faux. Et j'ai appris à faire confiance à ce sentiment. Grâce laissa éclater un sourire radieux. Vous restez vraiment jusqu'au coucher du soleil? C'était le marché. Espérance glissa sa main dans la sienne, une main jeune et chaude et confiante. Je savais que vous resteriez, chuchota-t-elle. Je l'ai vu dans vos yeux dès le premier instant. Samuel serra sa main. Eh bien, dit-il en s'éclaircissant la gorge, montrez-moi ce qui a besoin d'être réparé. Je ne sais pas rester assis sans rien faire. Dans l'après-midi, Samuel avait re-empilé le bois de chauffage, réparé 2 poteaux de clôture et rajusté la porte de la grange. Les jumelles le suivaient partout, lui tendant les outils, posant des questions, remplissant le silence de leur bavardage. Papa réparait aussi chose, dit Grâce en le regardant planter un clou. Maman disait que ses mains ne s'arrêtaient jamais. Ça ressemble à un homme bien. Le meilleur. Espérance s'assit sur un seau retourné. Il nous portait sur ses épaules pour aller chercher les œufs le matin. Il disait que de là-haut on voyait mieux où se cachaient les poules. Samuel s'arrêta un instant. Guillaume s'asseyait ainsi sur ses épaules à lui. Petit, il riait de voir le monde de si haut. Votre père vous aimait. Ces sculptures qu'il a faites le montrent. Un homme ne consacre pas autant de soins à quelque chose sans amour. Tu crois qu'il nous voit du paradis? Demanda Grâce. Tu crois qu'il sait qu'il nous manque? Samuel posa son marteau, s'accroupit à leur niveau. Les gens que l'on aime ne s'en vont jamais vraiment. Ils sont dans les choses qu'ils ont faites, dans les mots qu'ils nous ont appris, dans les souvenirs que l'on porte. Il effleura l'une des figurines en bois qu'Espérance tenait dans sa main. Votre père est dans ses sculptures. Chaque entaille qu'il y a tracée ne disparaît pas. Les yeux d'Espérance s'emplirent de larmes, mais elle sourit. C'est ce que maman dit aussi. Alors votre maman est sage. Grâce le serra dans ses bras, brièvement, avec la spontanéité directe des gens qui ont cessé de craindre de montrer leur cœur. Merci de rester, monsieur Samuel. Merci de ne pas être reparti. Samuel resta pétrifié une seconde, cette confiance accordée sans qu'il l'ait méritée. Doucement, sa main vint se poser sur son épaule. De rien, dit-il simplement. Espérance l'observait avec ses yeux perspicaces. Vous êtes triste aussi, comme maman. Mais vous le dissimulez mieux. Oui, il n'allait pas mentir à cette fille. Je suis triste aussi. C'est pour ça que vous étiez censé venir. Espérance hocha la tête. Les gens tristes doivent s'entraider. C'est ce que Dieu veut. Samuel se racla la gorge. Finissons cette clôture. Dans la grange, en rangeant les outils, Samuel remarqua quelque chose sur l'établi. Une sculpture à moitié achevée. Un oiseau, les ailes déployées en plein vol. Il fit glisser ses doigts sur le bois. Grain lisse, qualité remarquable. Papa travaillait ça pour l'anniversaire de maman, dit Espérance doucement. Il n'a pas eu le temps de finir. Samuel regarda l'oiseau un long moment. Peut-être que quelqu'un le terminera un jour. Vous pourriez, dit Grâce. Elle leva les yeux vers lui. Papa disait toujours que l'important, c'était d'essayer. Samuel posa l'oiseau avec précaution. Peut-être, on verra. Le dîner est prêt. La voix d'Éléonore portait à travers la cour. Vous deux, venez vous laver. Grâce saisit sa main. Venez. Maman a fait un ragoût de gibier, spécial Noël.
Ils marchèrent vers la chaumière dans la dernière lumière du jour qui transformait la neige en or et en miel. À l'intérieur, la chaleur attendait. Un repas partagé avec des gens qui avaient été des étrangers ce matin. Samuel s'assit à leur table, mangea un ragoût qui avait le goût de l'espoir. Juste jusqu'au coucher du soleil, se dit-il. Le coucher de soleil vint et s'en alla. Éléonore lui proposa la grange pour la nuit. Samuel s'entendit accepter. Il repartirait demain. Certainement demain. La porte de la chaumière se referma derrière lui tandis qu'il traversait la cour. Derrière la fenêtre givrée, 2 silhouettes l'observaient partir. Grâce fit un signe de la main. Espérance posa sa paume à plat contre la vitre. Samuel leva la main en retour. Dans la grange, entouré d'odeur de foin et du souffle du cheval, il s'allongea sur son lit de camp et fixa le plafond. 4 ans à courir. 4 ans le ventre creux. Un jour à un portail de clôture et tout semblait différent. Demain, se dit-il encore. Mais quelque part au fond de lui, dans l'endroit qu'il avait tenu gelé depuis l'Alsace, quelque chose avait commencé à dégeler. Et Samuel Becquet, qui s'était juré de ne plus jamais s'attacher, se découvrait terrifié non pas à l'idée de partir, mais à l'idée de vouloir rester. Samuel se réveilla avant l'aube. Le froid avait traversé son lit de camp et s'était installé profondément dans ses os. Son souffle formait des nuages dans la grange obscure. Le cheval hennit doucement, remua dans son box. Il resta allongé, les yeux fixés sur les chevrons. Pars maintenant. Selle ton cheval. Pars avant que quelqu'un se lève. Avant que ces jeunes femmes sortent avec leurs regards chargés d'espoir. Avant que ça devienne plus difficile encore. Ses mains ne bougèrent pas. Dehors, un coq chanta. La première lueur s'infiltra par les fentes de la porte. Samuel entendit la porte de la chaumière s'ouvrir. Des pas sur le perron. Monsieur Samuel. La voix grasse, haut perché et inquiète. Vous êtes encore là? Il ferma les yeux. Monsieur Samuel. Je suis là. Il s'assit, passa la main dans ses cheveux. Je suis là. La porte de la grange grinça. 2 visages se montrèrent, leur souffle formant des nuages. Maman fait le petit déjeuner. Espérance entra, prudente, comme si elle approchait un animal sauvage qui risquait de s'enfuir. Elle a dit de ne pas vous déranger, mais on voulait s'assurer que vous n'étiez pas parti sans dire au revoir. Je n'avais pas l'intention de partir sans dire au revoir. Grâce se détendit complètement. Bien, parce que ce serait impoli. Et vous n'êtes pas impoli, monsieur Samuel. Vous êtes quelqu'un de bien. Samuel enfila ses bottes. Je ne suis pas si bien que ça. Si, dit Espérance. Les gens bien font semblant de ne pas l'être, les gens mauvais font semblant de l'être. Vous êtes la première sorte. Samuel ne sut quoi répondre. Il les suivit jusqu'à la chaumière. Éléonore était devant le fourneau, les cheveux mieux épinglés ce matin, le tablier bien noué. Elle leva les yeux quand il entra. Quelque chose traversa son regard rapidement. Du soulagement peut-être. Ou de la surprise. Monsieur Becquet, j'avais cru que vous seriez peut-être reparti. J'y ai pensé. Qu'est-ce qui vous en a empêché? Il regarda les jumelles qui s'installaient sur leur chaise, qu'il observait avec une attente franche. Le café est chaud. Ils mangèrent dans un silence confortable. Des œufs, des galettes, les dernières tranches de lard fumé. Une nourriture simple qui avait le goût de quelque chose de plus grand. Le toit a l'air d'avoir quelques problèmes, dit Samuel après. J'ai vu de la lumière passer par plusieurs endroits hier. Quand la neige fondra, ça sera un souci. Les mains d'Éléonore s'immobilisèrent sur son assiette. Je sais. Je voulais le réparer, mais l'échelle. Je vais le faire. Monsieur Becquet. Samuel. Il croisa son regard. Juste Samuel. Et j'ai du temps et un cheval qui a bien besoin de se reposer. Autant me rendre utile. Éléonore l'étudia un long moment, puis elle hocha la tête une fois brièvement. Très bien. Les outils sont dans la grange. Les outils de Patrick. Elle hésita. Je n'y ai pas touché depuis. J'en prendrai soin. Il se leva pour sortir. Samuel. Il se retourna. La voix d'Éléonore était douce. Merci. Ne me remerciez pas encore. Je n'ai rien réparé. Ce n'est pas de ça que je parle. Leurs yeux se croisèrent un instant de trop. Puis Samuel hocha la tête et sortit dans la lumière froide du matin. Les jumelles le suivirent comme des ombres. « On peut vous aider ?» demanda Grâce en rebondissant sur ses talons. « On est très utile, papa nous le disait toujours. Vous pouvez me passer les clous un par un et tenir les choses bien en place quand je le demande. »« Et moi ?» demanda Espérance. Samuel la regarda. « Vous serez le contremaître. Vous regardez tout ce que je fais. Vous me dites si je fais quelque chose de travers. » Le visage d'Espérance s'illumina d'un premier vrai sourire qu'il lui voyait. « Je suis douée pour observer, dit-elle. Je sais. » Ils travaillèrent toute la matinée. Samuel sur Chéchelle, rapiéçant les manques, remplaçant les bardeaux pourris. Grâce lui passait les clous avec une concentration sérieuse. Espérance regardait tout, pointant parfois un endroit qu'il avait manqué. « Monsieur Samuel. » Grâce leva les yeux vers lui. « Pourquoi vous étiez seul le jour de Noël ?» Samuel planta un clou.
parce que je n'ai personne avec qui être. Ça, c'est triste. Vous n'avez pas de famille, de parents? Ils sont partis quand j'étais jeune. Et des frères, des sœurs? Jamais eu. Grace fut silencieuse un moment, puis dit « Alors vous êtes seul dans le monde entier ». Samuel s'arrêta de planter, regarda cette jeune femme avec ses grandes questions. « J'étais seul. » « Oui. » Espérance tira doucement le bras de sa sœur. « Ne sois pas indiscrète, Grace. »« Je ne suis pas indiscrète, je suis curieuse. Il y a une différence. » Maman dit que non. Maman dit beaucoup de choses. Samuel les écouta se chamailler et sentit quelque chose se détacher dans sa poitrine. Voilà à quoi ça ressemblait. Une famille. Le bruit et le bavardage et les petits accrochages sur des riens. Il avait oublié. À midi, le toit était rapiécé. Samuel descendit de l'échelle, s'étira le dos, contempla son travail. « Pas mal, dit Espérance. Papa aurait approuvé. C'est une haute récompense venant du contremaître. » Espérance faillit sourire. Le déjeuner est prêt. Éléonore apparut sur le perron. « Vous deux, allez vous laver. » Ils mangèrent ensemble. De la soupe épaisse aux légumes. Du pain dont Éléonore s'excusa, disant qu'il n'avait pas bien levé. Samuel le trouva excellent. « Le toit a l'air solide, dit Éléonore. Je vous ai regardé travailler depuis la fenêtre. Il devrait tenir jusqu'au printemps, voire plus longtemps si l'hiver n'est pas trop rude. Il ne le sera pas. » La voix d'Éléonore devint plate. « L'hiver ici est toujours rude. Alors je le renforcerai encore cet après-midi. » Éléonore posa sa cuillère. « Samuel, vous n'êtes pas obligé. Je sais que je ne le suis pas. » Il la regarda en face. « Mais je suis là et le travail doit être fait. Et je préfère être utile qu'inactif. L'inactivité me fait trop penser. Quelque chose passa entre eux. Une compréhension peut-être, une reconnaissance d'une douleur partagée. « Bien, » dit Éléonore doucement. « Après le déjeuner, j'ai besoin d'aller au bourg. Des provisions. J'ai repoussé depuis trop longtemps, je vous accompagnerai. » Le visage d'Éléonore se crispa. Ce n'est peut-être pas sage. Les gens vont jaser. Laissez-les jaser. Sa voix se durcit légèrement. Vous ne devriez pas avoir à faire face à ce bourg toute seule. Je l'ai fait pendant 2 ans, ça ne veut pas dire que vous devez continuer. Les jumelles regardaient cet échange comme des spectateurs à un match de paume, la tête qui allait de l'un à l'autre. Éléonore fut silencieuse un long moment, puis « Très bien, nous irons ensemble. » Grace poussa un cri de joie. Espérance sourit de son sourire tranquille. Samuel se demanda dans quoi il s'embarquait. La route jusqu'au bourg prit 1 heure. Samuel conduisit la carriole, Éléonore à ses côtés. Les jumelles, emmitouflées sous des courtes pointes à l'arrière. La route était gelée et creusée d'ornières, mais le cheval s'en tira bien. « Le bourg s'appelle Crètemont, dit Éléonore, nommé pour la mine Villemont. Il possède presque tout. L'épicerie générale, le moulin, le café. Il a sa main dans tout. » Sa mâchoire se durcit. Les seuls endroits qui lui échappent sont l'église et la petite boutique de Marthe Jennings. Cette Marthe, c'est celle qui reste? La seule. La voix d'Éléonore s'adoucit. Elle me vend encore ce dont j'ai besoin, discrètement, quand personne ne regarde. Elle pourrait tout perdre pour ça, mais elle le fait quand même. Ça ressemble à quelqu'un de bien, la meilleure. Ils franchirent une côte et le bourg apparut en contrebas. Une rue principale de bâtisses en pierre, de la fumée montant des cheminées, des chevaux attachés aux barres d'attache. Petits mais animés. Des gens se déplaçaient entre les commerces, emmitouflés contre le froid. Samuel sentit les regards se poser sur eux avant même d'atteindre les premières maisons. « Ils nous regardent déjà », murmura Éléonore. « Les nouvelles vont vite ici quand Villemont s'y intéresse. » Il arrêta la carriole devant une petite boutique à l'orée du bourg. L'enseigne disait « Jennings, mercerie et quincaillerie », en lettres effacées par les ans. Une femme apparut dans l'encadrement de la porte. La soixantaine, les cheveux gris, les yeux vifs. Elle regarda Samuel, puis Éléonore, puis les jumelles qui agitaient la main depuis l'arrière de la carriole. Éléonore Callahan, sa voix portait de la chaleur. « Il était temps que vous veniez me rendre visite. »« Bonjour, Marthe. » Les yeux de Marthe balayèrent Samuel à nouveau. Ils évaluèrent, calculèrent. « Et qui est-ce ?»« Samuel Becquet. Il aide à faire des réparations. »« Ah bon ?» Les lèvres de Marthe se retroussèrent légèrement. « Eh bien, monsieur Becquet, tout ami d'Éléonore est le bienvenu ici. Entrez vous mettre à l'abri, vous tous. » La boutique était exiguë mais bien fournie. Tissus, outils, conserves, tout ce qu'un foyer rural pouvait nécessiter. Marthe les guida vers le fond, loin de la fenêtre donnant sur la rue. « On n'est jamais trop prudent, dit-elle. Villemont a des yeux partout. Il me faut juste l'essentiel. » Éléonore sortit une petite liste. De la farine, du sucre, du café si vous en avez. « J'en ai. » Marthe rassemblait déjà les articles. « Et vous prendrez davantage, sans discussion. »« Marthe, je ne peux pas payer. » « Est-ce que je vous ai demandé un paiement ?» La voix de la vieille femme se fit plus sèche. « 2 ans que vous peinez seul pendant que ce bourg vous tourne le dos. » Laissez une vieille femme soulager sa conscience.
Samuel regarda cet échange, vit l'orgueil batailler contre le besoin sur le visage d'Éléonore. « Elle a raison », dit-il doucement. « Parfois, accepter de l'aide est plus difficile que d'en donner. Mais c'est tout aussi important. » Les yeux d'Éléonore croisèrent les siens, s'y arrêtèrent. « Très bien, dit-elle finalement. Merci, Marthe. Ne me remerciez pas. Venez seulement plus souvent. Je m'inquiète pour vous et vos filles là-bas. » Elle se tourna vers Samuel. Elle n'est plus seule. Ces mots avaient quitté la bouche de Samuel avant qu'il puisse les retenir. Les deux femmes le regardèrent. « Je veux dire, » dit-il en se raclant la gorge. Elle a de l'aide pour l'instant. Les yeux de Marthe se plissèrent. Non pas de méfiance, mais de quelque chose d'autre. De l'intérêt peut-être? De l'espoir. Vraiment? Elle se tourna vers Éléonore. Ma foi, c'est quelque chose, ça. Éléonore rougit, il est juste de passage, pour les réparations. Bien sûr. La voix de Marthe ruisselait d'un savoir non exprimé. Juste de passage pour les réparations. Les jumelles s'étaient approchées d'une étagère de bocaux à bonbons. Maman, regardez. Berlingot à la menthe. On ne peut pas se permettre. Éléonore sonda la réaction de Marthe. Offert par la maison. La vieille femme tendait déjà la main vers le bocal. Noël était hier. Toute jeune femme mérite quelque chose de doux. Elle tendit à chacune un berlingot. Leurs visages s'illuminèrent comme le soleil. Qu'est-ce qu'on dit? Les invita Éléonore. Merci, mademoiselle Marthe. Elles dirent cela à l'unisson. Je vous en prie, mes chéris. Marthe leur tapota la main. Maintenant, Éléonore, aidez-moi à rassembler le reste de vos provisions. Monsieur Becquet, il y a du café sur le poêle dans l'arrière-boutique. Servez-vous. Samuel comprit l'invite. Il se servit un café et se posta près de la fenêtre donnant sur la ruelle derrière la boutique. Il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Des voix masculines. Une familière, Madame Jennings. La voix était reconnaissable. J'ai cru apercevoir la carriole des Callahan dehors. En effet, dit Marthe d'une voix agréable, du genre dangereusement agréable. Mon père s'interroge sur le compagnon qu'elle a amené, un inconnu qui traîne par ici. Les étrangers, ça peut être n'importe qui, des gens dangereux parfois, comme c'est prévenant de la part de votre père. L'agréable de Marthe ne fléchit pas. Je n'y manquerai pas de lui transmettre sa sollicitude. Vous l'avez dit, la porte se ferma. Samuel reposa sa tasse, revint à l'avant de la boutique. Éléonore se tenait rigide, le visage pâle. Les jumelles s'étaient collées contre elle, les berlingots oubliés. « Il sait que vous êtes là », dit Marthe à Samuel. « Il aura prévenu son père à l'heure qu'il est. Laissez-le faire. Vous ne comprenez pas. » La voix d'Éléonore tremblait. Villemont ne se contente pas de parler. Il agit. Les gens qui lui résistent finissent par le regretter. Des accidents, des incendies, du bétail qui meurt sans raison. Votre mari. Samuel dit cela doucement. Éléonore tressaillit. L'effondrement. Je n'ai jamais pu rien prouver. Mais Patrick posait des questions sur la mine, sur la sécurité, sur l'endroit où allait l'argent. Elle s'essuya rapidement les yeux. Une semaine plus tard, il était mort. Samuel sentit sa mâchoire se contracter. Et personne n'a enquêté. Villemont tient le lieutenant de gendarmerie, le juge de paix, la moitié du conseil municipal. Éléonore eut un rire amer. Qui allait enquêter? Une veuve avec 2 filles à charge, sans argent, sans pouvoir. Vous aviez la vérité. La vérité ne pèse rien ici face à l'argent et au pouvoir. Samuel regarda cette femme, usée par le chagrin et l'injustice, qui tenait encore debout. Il regarda les 2 jeunes femmes qui serraient les bras de leur mère. Quelque chose se durcit en lui. Elle pèse quelque chose pour moi, dit-il. La vérité compte toujours. Marthe l'observait avec ses yeux perçants. J'ai connu un homme comme vous, monsieur Becquet, mon mari. Il croyait lui aussi à la vérité, à la justice, au droit même quand ça lui coûtait. Elle s'interrompit. Ça lui a tout coûté à la fin, mais je n'ai jamais cessé d'être fier de lui. Samuel aida à charger la caisse dans la carriole. En sortant, il vit des gens qui regardaient depuis des portes. Des visages apparaissaient aux fenêtres, puis disparaissaient. Ils ont tous peur, murmura Éléonore. La peur rapetisse les gens. La peur garde les gens en vie. Survivre et vivre, ce n'est pas la même chose. Éléonore le regarda. Vraiment? Elle le regarda vraiment. Non, dit-elle doucement. Ce n'est pas la même chose. Ils montèrent dans la carriole. Samuel prit les rênes. Alors qu'ils s'engageaient dans la rue principale, une silhouette descendit du trottoir en planche pour leur barrer le passage. Clément Villemont. Derrière lui, 2 hommes du domaine, grands et larges. Samuel arrêta la carriole. Monsieur Becquet. Le sourire de Clément était fait dedans. Vous partez si tôt? Mon père serait ravi de faire votre connaissance, vous offrir l'hospitalité qui s'impose. Ce n'était pas une invitation. Samuel sentit Éléonore se raidir à ses côtés. L'un des hommes de Villemont s'avança, la main glissée dans la poche de sa veste. Samuel ne bougea pas, ne cilla pas. Vous voulez faire ça ici? Sa voix descendit d'un cran. Grande rue,
plein jour, des femmes et des badauds qui regardent. Vous voulez expliquer à tout le bourg pourquoi vous avez voulu molester un homme qui conduisait tranquillement sa carriole. La mâchoire de Clément travailla. Ce n'est pas terminé, dit-il finalement. Je n'en doutais pas. Clément s'écarta, fit signe à ses hommes. Ils reculèrent. Samuel lança les rênes. La carriole avança. Il ne regarda pas en arrière. Il n'en avait pas besoin. Il sentait la haine brûler dans son dos. Vous n'auriez pas dû faire ça. La voix d'Éléonore était à peine audible. Vous vous êtes fait un ennemi. J'en ai déjà eu par le passé. J'en suis sorti. Pas un Villemont. Il n'oubliera pas. Il ne pardonnera pas. Moi non plus. Ils roulèrent en silence un moment. Les jumelles restaient tranquilles à l'arrière, ce qui ne leur ressemblait pas. Puis la petite voix de Grâce. « Monsieur Samuel, est-ce que les mauvais hommes vont nous faire du mal ?» Les mains de Samuel se serrèrent sur les rênes. « Pas tant que je suis là. Vous le promettez ?» Il se retourna, regarda ses deux visages, effrayés mais confiants. « Je vous le promets. » Espérance lui prit la main. « Alors on vous croit. » Quand ils atteignirent la ferme, le soleil se couchait. Une lumière dorée se répandait sur la neige, transformant tout en feu et en miel. Samuel aida Éléonore à décharger les provisions. Les jumelles coururent à l'intérieur se réchauffer près du feu. « Vous devriez partir, » dit Éléonore d'une voix plate. « Ce soir avant que ça empire. »« C'est ce que vous voulez ?» Elle ne répondit pas. « Éléonore, est-ce vraiment ce que vous voulez ?» Elle se retourna pour lui faire face. Ses yeux brillaient de larmes retenues. « Ce que je veux n'a pas d'importance. Je ne peux pas vous laisser être blessé à cause de nous. Je vous dois rien. Ce n'est pas une question de dette. » Samuel regarda la chaumière, la lumière tiède qui filtrait par les fenêtres, les deux silhouettes visibles à l'intérieur. « Je fuis depuis 4 ans, dit-il lentement. Je fuis la douleur, les souvenirs, tout ce qui risquerait de me faire ressentir à nouveau quelque chose. Et puis 2 jeunes femmes se sont tenues à un portail de clôture et m'ont demandé de ne pas passer mon chemin. » Il se tourna vers Éléonore. « Je ne sais pas ce que ça signifie, mais je sais que partir là maintenant serait la chose la plus lâche que j'ai jamais faite. Et j'en ai fait, des choses lâches. » Éléonore le fixa. « En sachant ce que Villemont est, ce qu'il peut faire, vous resteriez quand même. Je préfère affronter les ennuis en face, plutôt que passer encore une année à fuir des ombres. » Une larme glissa sur sa joue. Elle l'essuya d'un geste brusque. « Vous êtes un fou, Samuel Becquet, probablement. Et je suis sotte de vouloir que vous restiez, probablement aussi. » Ils restèrent un moment dans l'air froid, quelque chose de fragile et de nouveau qui prenait forme entre eux. « Très bien, » dit Éléonore finalement. « Restez. Aidez-moi à passer l'hiver. Mais quand le printemps viendra, nous verrons. » Elle hocha la tête, se retourna vers la chaumière. « Éléonore. » Elle s'arrêta. « Je vais découvrir ce qui s'est vraiment passé avec votre mari, et je vais y remédier. » Elle resta silencieuse un long moment. Quand elle parla, sa voix n'était qu'un murmure. Patrick disait ça. Remettre les choses en ordre. Il passait son temps à essayer de remettre les choses. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Soyez prudent, Samuel. » Le dernier homme qui a essayé de remettre les choses en ordre est enterré sur la colline derrière la grange. Elle rentra. Samuel resta seul dans la nuit qui tombait. Il regarda la colline qu'elle avait mentionnée, vit la petite croix en bois à peine visible sur la neige. « Je ferai plus attention que lui, dit-il tout bas. Je vous le promets. » La porte s'ouvrit. La voix de Grâce portait dans l'air froid. « Monsieur Samuel, le dîner est prêt. Maman dit de rentrer avant de geler. » Samuel jeta un dernier regard à la croix sur la colline. Puis il marcha vers la lumière. 2 semaines passèrent. Samuel trouva un rythme, se levait avant l'aube, donnait à manger au cheval, couper du bois, réparer tout ce qui nécessitait de l'être, manger au repas d'Éléonore, écouter les jumelles bavarder, dormir dans la grange, recommencer. Cela ressemblait à quelque chose qu'il avait perdu. Quelque chose qu'il avait oublié avoir besoin. Mais sous la routine, des questions brûlaient. Patrick Callahan. L'effondrement à la mine. Villemont. Samuel commença à se renseigner prudemment, discrètement. Il entra seul dans le bourg au 3e jour de la nouvelle année, attacha son cheval devant le café et entra comme s'il en avait l'habitude. Les têtes se tournèrent. Les conversations s'arrêtèrent. Samuel les ignora. Il alla jusqu'au comptoir, commanda du vin chaud. Le tenancier servit d'une main tremblante. « Vous êtes celui qui loge à la ferme Callahan. Les nouvelles vont vite. Elles vont vite quand Villemont s'y intéresse. » Samuel but une gorgée, laissa le silence s'étirer. « Je cherche des informations, dit-il finalement. Sur l'effondrement à la mine, il y a 2 ans. Celui qui a tué Patrick Callahan. » Le tenancier pâlit. « Je ne sais rien là-dessus. Je n'ai pas dit que vous le saviez. J'ai demandé si vous saviez qui pourrait le savoir. » Le tenancier se pencha plus près.
Sa voix tomba à l'état de chuchotement. Il y avait un homme qui travaillait à la mine avec Callahan, un certain Silas Renaud. Il était là ce jour-là. Il a vu ce qui s'est passé. Les yeux du tenancier se posèrent vers la porte. Villemont l'a payé pour quitter le pays juste après. Mais j'ai entendu dire qu'il se terrait à Clermont-Ferrand maintenant. À boire pour noyer ce que sa conscience ne digère pas. Clermont-Ferrand. 2 jours de route à peu près. Voilà. Le tenancier se redressa. Vous n'avez rien appris de moi. Appris quoi? Le tenancier esquissa l'ébauche d'un sourire. Samuel finit son vin et sortit. Devant la porte, Jonas Muret l'attendait près de son cheval. Samuel s'immobilisa. Il n'avait pas vu Jonas depuis 3 ans. Depuis du régiment, Samuel béquait. La voix de Jonas était profonde et posée. J'entendais dire que tu causais des ennuis. Jonas. Samuel saisit le bras de son vieux compagnon. Comment tu m'as trouvé? Je sais tout ce qui se passe dans ces montagnes. Les yeux sombres de Jonas avaient quelque chose d'amusé, y compris quand un têtu décide de se frotter à Marc Villemont. Cette nouvelle-là voyage loin. Elle voyage partout, surtout les nouvelles qui m'intéressent. Jonas se mit à marcher à ses côtés sur le trottoir en planche. Callahan. Son mari était un homme bien. Il avait aidé les miens quand personne d'autre ne l'aurait fait. Tu savais qu'il amenait des médicaments au camp des forains quand la maladie a frappé l'hiver d'avant sa mort? Je ne savais pas. Moi si. Et je sais ce qui s'est vraiment passé dans cette mine. Samuel s'arrêta de marcher. Trop d'oreilles ici. Jonas regarda autour de lui. Pas maintenant. Retrouve-moi demain. La vieille cabane de braconnier au nord de la ferme Callahan. Tu verras, tu sais repérer ce genre d'endroit. Je la trouverai. Viens seul, au lever du soleil. Jonas se retourna pour partir, s'arrêta. Fais attention, Samuel. Villemont se renseigne sur toi. Qui tu es, d'où tu viens. Il n'aime pas les mystères. Il va l'aimer encore moins dans peu de temps. Jonas eut quelque chose qui ressemblait à un sourire. Bien, cet homme mérite ce qui lui arrive. Il disparut dans la foule comme de la fumée. Ce soir-là, Samuel s'assit près du feu dans la chaumière. Les jumelles étaient allées se coucher. Éléonore reprisait des vêtements à la lumière de la lampe. Le silence entre eux avait pris de la consistance ces 2 semaines, quelque chose de confortable et de vivant. « Tu es allé au bourg aujourd'hui », dit Éléonore sans lever les yeux. « Oui. » Tu posais des questions? Oui. Ses mains s'immobilisèrent sur le tissu. « Samuel, je t'en supplie, laisse tomber. Je ne peux pas. » Pourquoi? Elle leva enfin les yeux. Pourquoi est-ce que ça compte tellement pour toi? Patrick était mon mari. Ma perte. Pourquoi toi tu? Parce que c'est injuste. La voix de Samuel sortit plus dure qu'il ne l'avait voulu. Parce qu'un homme est mort et que personne n'en a répondu. Parce que vous et vos filles êtes punis depuis 2 ans pour avoir voulu la justice. Parce qu'il s'arrêta. Parce que quoi? Samuel fixa les flammes. Les mots vinrent lentement, arrachés de quelque part de profond. Parce que je n'ai pas pu sauver ma femme. Mon fils, la fièvre les a emportés et je n'ai rien pu faire. Je les ai juste regardés partir. Sa mâchoire se crispa. Je n'ai pas pu les sauver. Mais peut-être que je peux vous aider, vous. Peut-être que je peux faire au moins cette chose-là de bien. Éléonore posa son ouvrage, traversa la pièce, vint s'asseoir dans la chaise à côté de la sienne. Samuel. Sa voix était douce. Tu ne peux pas réparer ton deuil en réparant le mien. Je sais ça. Elle tendit la main et prit la sienne. Ses doigts étaient chauds contre sa peau froide. Patrick t'aurait aimé, dit-elle. Il était têtu aussi. C'est une insulte? C'est la vérité. Son pouce traça un trait sur ses phalanges. Sois prudent demain. Quoi que tu prépares, sois prudent. Comment tu sais que je prépare quelque chose? J'ai vu Jonas Muret devant le café. Ses yeux revinrent sur lui. Je ne suis pas aveugle, Samuel. Et je ne suis pas stot. Reviens juste. Promets-le-moi. Il retourna sa main, entrelaqua ses doigts aux siens. Je te le promets. Ils restèrent ainsi un long moment. Le feu crépita. Dehors, la neige tomba douce et silencieuse. Quelque chose avait changé entre eux. Quelque chose qu'aucun des deux n'était encore prêt à nommer. Finalement, Éléonore retira doucement sa main. Tu devrais dormir, le lever du soleil vient tôt. Oui, Samuel se leva. Bonne nuit, Éléonore. Bonne nuit, Samuel. Il était à la porte quand sa voix l'arrêta. Samuel. Il se retourna, merci. Pour tout, pour chaque jour de ces 2 semaines, ne me remercie pas encore. Je n'ai rien terminé. Si. Ses yeux tinrent les siens. Bien plus que tu ne crois. Samuel hocha la tête et sortit dans le froid. La cabane de braconnier était à moitié effondrée, enfouie dans la neige, invisible à moins de savoir où chercher. Samuel la trouva juste au moment où le soleil crêtait les montagnes, peignant tout d'or et de rose. Jonas était déjà là. Un feu brûlait dans le vieux foyer en pierre. Du café bouillait sur les flammes. Tu l'as trouvé. Jonas lui tendit une tasse en étain. Tu avais donné de bonnes indications. Ils burent en silence un moment. Puis Jonas parla. Patrick Callahan a découvert quelque chose 1 mois avant de mourir. Les yeux sombres de Jonas étaient sérieux.
La mine produisait bien plus que ce que Villemont déclarait. Beaucoup plus. Il détournait les bénéfices, les cachait à ses investisseurs, aux percepteurs. Patrick l'a découvert. Il était entré dans le bureau de Villemont pour signaler un problème de sécurité. Une poutre de soutènement qui pourrissait. Villemont était absent, mais le coffre était ouvert. Patrick n'était pas un voleur, mais il était curieux. Et ce qu'il a vu a tout changé. Jonas hocha la tête. Il a parlé à sa femme. Il lui a dit qu'il devait signaler ça, que des hommes mouraient dans des conditions dangereuses pour que Villemont puisse empocher de l'argent. Éléonore savait. Elle savait. Elle l'a supplié d'être prudent, de rassembler des preuves avant d'agir. La voix de Jonas devint plate. Une semaine plus tard, le tunnel s'est effondré. Le même tunnel que Patrick avait signalé. La même poutre pourrie. Samuel sentit sa tasse trembler dans ses mains. Ce n'était pas un accident. Non. L'effondrement était réel, mais Patrick avait été envoyé dans ce tunnel-là exprès. Le contremaître l'y avait envoyé seul, avait prétendu qu'il y avait un problème à vérifier. Et le contremaître, il est mort 6 mois après. Il est tombé de cheval, disait-il. Mais cet homme montait mieux que n'importe qui dans le canton. Jonas cracha dans le feu. Villemont efface les traces. Et Silas Renaud, celui qui a tout vu. Silas était dans le tunnel adjacent à celui de Patrick. Il a entendu l'effondrement. Il est arrivé le premier. Jonas s'interrompit. Il a vu des choses. Des choses qui prouvaient que ce n'était pas juste de la malchance. Quelles choses? Les poutres de soutènement n'avaient pas pourri. Elles avaient été partiellement sciées. Juste assez pour les fragiliser. Silas a vu les marques de scie avant qu'on dégage les décombres. Samuel sentit quelque chose de froid se répandre dans sa poitrine. Quelqu'un avait saboté le tunnel. Quelqu'un avait veillé à ce que Patrick Callahan meure ce jour-là. Et Silas Renaud a vu la preuve, mais il a pris l'argent de Villemont et il est parti. Il avait une famille à charge. Villemont avait été très clair sur ce qui leur arriverait s'il parlait. Jonas secoua la tête. Je ne lui en veux pas. La peur pousse les gens à des extrémités désespérées. Il est à Clermont-Ferrand maintenant. Il y est, et il boit beaucoup. La culpabilité fait ça à un homme. Jonas regarda Samuel. Si tu pouvais lui parler, le convaincre de revenir témoigner, pourquoi le ferait-il? Après 2 ans à fuir. Parce que Villemont a tué son frère. La tête de Samuel se releva brusquement. Quoi? Le mois dernier. Le frère de Silas exploitait une petite concession au nord, rien de précieux. Mais Villemont voulait le terrain pour étendre son domaine. Quand le frère a refusé de vendre, Jonas traça un trait de l'index sur sa gorge, présenté comme un accident. Mais tout le monde sait. Et Silas sait, il sait, et il est en colère. Jonas se pencha en avant. Tu vas à Clermont-Ferrand. Tu trouves Silas Renaud. Tu lui dis qu'il y a une chance de faire payer Villemont. Une vraie chance. Et tu le ramènes ici. Et Éléonore et les filles? Je ne peux pas les laisser sans protection pendant 4 jours. Je veillerai sur elles. La voix de Jonas était ferme, de loin. Villemont ne bougera pas contre elle ouvertement. Pas encore. Il est trop calculateur pour ça. Mais je serai là s'il essaie quelque chose. Samuel réfléchit. 4 jours. Beaucoup pouvait se passer en 4 jours. Mais sans le témoignage de Silas Renaud, il n'avait rien. Juste des accusations et des soupçons. Très bien. Je partirai demain. Bien. Jonas se leva, tendit la main. Fais attention, mon vieux. Villemont a des yeux sur les routes aussi. Je saurais faire discret. Tu ne l'as jamais été vraiment. Samuel esquissa un sourire. Non, pas vraiment. Ils se séparèrent à la cabane. Jonas se fondit dans les arbres. Samuel rentra vers la ferme. Il trouva Éléonore dans la cour en train d'étendre du linge malgré le froid. Ses mains étaient rouges et gercées. Vous devriez porter des gants, dit-il. Je n'en ai pas qui ne soient pas troués. Elle ne le regarda pas. Qu'est-ce que Jonas t'a dit? Samuel descendit de cheval, se plaça à ses côtés. La vérité, pour une part. Patrick avait trouvé la preuve que Villemont détournait l'argent de sa propre mine. 1 semaine plus tard, il était mort. Les mains d'Éléonore s'immobilisèrent sur la corde à linge. Je sais, chuchota-t-elle. Tu sais? Il me l'avait dit la nuit avant de mourir. Il m'avait dit ce qu'il avait découvert. Je l'ai supplié d'attendre, d'être prudent, de ne pas retourner à la mine avant qu'on sache quoi faire. Sa voix se fissura. Mais il était tellement en colère, tellement déterminé à faire ce qui était juste. Il disait que des hommes mouraient à cause de l'avidité de Villemont. Il disait qu'il ne pouvait pas se taire. C'est la faute de Villemont, pas la vôtre. Éléonore le regarda enfin. Ses yeux étaient rouges. J'aurais pu insister davantage. J'aurais pu le convaincre de fuir, d'emmener les filles, de disparaître ailleurs. Vous ne pouviez pas savoir. Je savais ce qu'était Villemont. Tout le monde le sait. Mais Patrick, elle rit amèrement. Patrick croyait à la justice, à la vérité, à l'honnêteté. Samuel fit un pas vers elle. Votre mari a fait ce qui était juste. Il a tenu tête au mal. Oui, ça lui a coûté. Mais vous n'honorez pas sa mémoire en vous punissant.
Vous l'honorez en finissant ce qu'il a commencé. Comment? Je suis une femme seule avec 2 filles, sans argent, sans influence. Comment est-ce que je suis censé lutter contre Marc Villemont? Vous n'êtes plus seul. Elle le fixa. Je vais à Clermont-Ferrand, dit Samuel. Il y a un homme là-bas, Silas Renaud. Il était à la mine ce jour-là. Il a vu la preuve que l'effondrement n'était pas un accident. Si je peux le ramener, si je peux obtenir son témoignage, Villemont ne le fera pas. Et Léonore secoua la tête. Il a fui. Il a pris l'argent de Villemont et il est parti. Pourquoi reviendrait-il maintenant? Parce que Villemont a tué son frère le mois dernier et Léonore se figea. Quoi? Le frère refusait de lui vendre sa concession. Alors Villemont l'a pris et il a tué le frère, présenté comme un accident. Mais Silas sait la vérité et il est en colère. En colère au point de risquer sa vie pour la justice. Samuel lui prit les mains. Elles étaient glacées. C'est notre chance, Éléonore. Notre seule chance. S'il témoigne, si on peut prouver ce que Villemont a fait, ils nous détruiront avant qu'on puisse rien faire. Il va brûler cette place jusqu'aux fondations. Il le fera de toute façon. La voix de Samuel se durcit. Vous le savez depuis 2 ans, il veut cette terre. Il veut que vous partiez. D'une façon ou d'une autre, il finira par l'obtenir. À moins qu'on l'arrête d'abord. Les mains d'Éléonore tremblaient dans les siennes. 4 jours, dit-elle. Tu seras absent 4 jours, au moins. Peut-être 5. Les filles vont demander où tu es. Dis-leur la vérité. Je suis parti aider quelqu'un. Et si tu ne reviens pas, alors vous prenez les filles et vous partez. Jonas connaît des gens. Il peut vous emmener quelque part en sûreté. Bordeaux, Lyon. Quelque part où Villemont ne peut pas vous atteindre, je ne fuirai pas. La voix d'Éléonore se fit d'acier. Je ne fuirai plus. J'ai assez fui, assez caché. Je ne le ferai plus. Elle se dégagea, redressa les épaules. Tu vas à Clermont-Ferrand. Tu trouves Silas Renaud. Tu le ramènes et je serai là quand tu reviendras. Ici, dans mon foyer. Le foyer de Patrick. Notre foyer. Samuel regarda cette femme. Feu et glace, chagrin et force. Très bien, dit-il. Je partirai à l'aube. Ce soir-là, le dîner fut silencieux. Les jumelles sentaient quelque chose dans l'air. Elles ne cessaient de regarder l'une après l'autre leur mère et Samuel. Après le repas, Samuel s'assit près du feu avec elle. « Je dois m'absenter quelques jours, dit-il. » Grace ouvrit la bouche. « Non, pas pour toujours. Juste quelques jours. Je dois aller chercher quelqu'un. » « Qui ? Un homme qui sait quelque chose d'important. Quelque chose qui pourrait aider votre mère. » Espérance le regarda longuement de ses yeux perspicaces. « Tu essaies de découvrir ce qui est arrivé à papa, » dit-elle doucement. Samuel ne démentit pas. « Est-ce que ça vous convient ?» Espérance fut silencieuse un moment, puis elle hocha la tête. Papa aurait voulu que la vérité soit connue. Il disait toujours que les mensonges étaient comme les mauvaises herbes. Ils s'étendent si on ne les arrache pas. Votre père était un homme sage. Tu reviendras. La voix de Grace était petite. Samuel se plaça devant elle. Je vous le promets, je reviendrai. Et quand ce sera fait, les choses vont changer ici. De bonnes choses. Comment tu le sais? Parce que j'y veillerai. Grace le serra brièvement dans ses bras avec la franchise directe qui lui était propre. Ne sois pas parti longtemps, monsieur Samuel. On sera inquiète. Je m'en souviendrai. Espérance ne l'embrassa pas. À la place, elle plongea la main dans sa poche et en sortit quelque chose de petit qu'elle lui déposa dans la paume. Un bouton en bois, sculpté de minuscules étoiles. Papa avait fait ça, dit-elle, pour porter chance. Il rentrait toujours sain et sauf quand il l'avait avec lui. Samuel regarda le bouton. Espérance, je ne peux pas prendre ça. C'est à vous, je vous le prête. Ses yeux plongèrent dans les siens. Tu dois me le rapporter, ce qui veut dire que tu dois revenir, toi aussi. Samuel referma les doigts sur le bouton. Je le garderai comme si ma vie en dépendait. Cette nuit-là, la grange semblait plus vide que d'habitude. Samuel fit ses bagages, vérifia son arme, essaya de dormir. En vain. Vers minuit, la porte de la grange grinça. Éléonore se tenait dans l'encadrement. Une lanterne à la main, un châle serré autour des épaules. Moi non plus, je n'arrivais pas à dormir, dit-elle. Samuel se leva. Quelque chose ne va pas. Non. Elle entra, referma la porte derrière elle, rien de plus que d'habitude. Elle s'approcha. Je suis terrifiée, Samuel. Vraiment terrifiée. De quoi? De te perdre, toi aussi. Elle le dit simplement. Sans détour, sans coquetterie. Quand Patrick est mort, j'ai cru ne plus jamais rien ressentir. J'ai cru que mon cœur était aussi mort que lui. Pendant 2 ans, je n'ai fait que survivre. J'ai nourri les filles, j'ai maintenu la ferme debout, mais je ne vivais pas vraiment. Elle s'approcha encore. Et puis tu es arrivé. Ce voyageur à mon portail, et tout a changé. Les filles ont recommencé à rire. Moi, j'ai recommencé à espérer. Pour la première fois depuis 2 ans, je me suis réveillé sans vouloir rester endormi pour toujours. Éléonore, je ne sais pas ce qu'il y a entre nous. Je ne sais pas comment l'appeler. Mais je sais que je ne suis pas prête à le perdre.
Pas maintenant, pas quand je viens juste de le trouver. Samuel tendit la main, encadra son visage dans ses paumes. Sa peau était froide dans l'air de la nuit, mais ses yeux brûlaient. « Tu ne vas pas le perdre, dit-il. Tu ne vas pas me perdre. Tu ne peux pas promettre ça. »« Non, mais je peux te promettre que je me battrai de toutes mes forces pour revenir. Pour toi. Pour elle. » Son pouce effleura sa pommette. « Je suis mort pendant 4 ans. Je marchais, je respirais, mais j'étais mort à l'intérieur. Et puis tes filles ont prié pour que quelqu'un s'arrête. Et c'était moi qui suis arrivé en chevauchant. Et quelque chose s'est réveillé. Quelque chose que je croyais avoir enterré en Alsace. » Une larme glissa sur la joue d'Éléonore, se prit dans son pouce. « Quand tu reviendras, dit Samuel doucement, et je reviendrai, nous parlerons de tout, de ce que c'est, de ce que ça signifie. » Il inclina son front contre le sien. « Je reviendrai, Éléonore. Je te le jure sur tout ce que j'ai perdu et sur tout ce que j'ai retrouvé. » Ils restèrent ainsi un long moment, leurs souffles mêlés, leurs cœurs battant à l'unisson. Puis Éléonore recula. « L'aube vient tôt, murmura-t-elle. » Elle lui effleura la joue d'une main, se retourna et sortit. La lumière de la lanterne s'éloigna. L'obscurité remplit la grange. Samuel se rallongea sur son lit de camp, serra le bouton d'espérance contre sa poitrine. Pour la première fois depuis 4 ans, il avait quelque chose qui l'attendait. Il ne lui restait qu'à survivre assez longtemps pour y revenir. Samuel chevaucha dur vers Clermont-Ferrand. 2 jours de sentiers gelés, de nature vierge, et du genre de froid qui s'insinuait dans les eaux et y restait. Il dormit à la dure, mangea peu, poussa son cheval autant qu'il l'osait. Le bouton d'espérance restait dans sa poche. Il le touchait toutes les quelques heures, rappel de ce qui l'attendait là-bas. Là-bas. Étrange mot. Il n'en avait pas fait usage depuis 4 ans. Clermont-Ferrand apparut l'après-midi du second jour. Une ville de mine plus grande que Crètemont, plus rugueuse dans ses angles, avec des rues de boue ou de givre selon les saisons, des bâtisses en pierre de lave noire, des hommes au regard dur et aux mains cailleuses. Samuel attacha son cheval devant le plus grand estaminet et entra. L'endroit était à moitié vide. Quelques mineurs buvant pour oublier leur journée. Une partie de cartes dans un coin. Un tavernier qui avait l'air d'avoir tout vu 2 fois. Samuel s'approcha du comptoir. « Je cherche un certain Silas Renaud. » Les yeux du tavernier scellèrent. « Connais pas. »« Si, vous le connaissez. » Samuel posa une pièce sur le comptoir. « Où ?» Le tavernier empocha la pièce, fit un signe de tête vers le fond. « Dernière chambre à l'étage. Mais je frapperai fort. Il n'aime pas les surprises. » Samuel monta l'escalier, trouva la porte, frappa. Fichez le camp. La voix à l'intérieur était pâteuse et brisée. Silas Renaud. Silence. Mon nom est Samuel Becquet. Je viens pour Patrick Callahan. Le silence se prolongea. Puis des pas. La porte s'entr'ouvrit. L'homme qui regardait par la fente était une épave. La quarantaine, mais il en paraissait 60. Des yeux injectés de sang, des mains qui tremblaient. Un visage sculpté par la culpabilité et l'eau-de-vie. Callahan est mort, dit Silas. Mort depuis 2 ans. Je sais. Je cherche à comprendre pourquoi. Silas rit. Un son laid. Tu veux savoir pourquoi? Tout le monde sait pourquoi. Villemont le voulait mort, alors il l'est. C'est comme ça que ça marche. J'ai besoin que tu me dises ce que tu as vu. Non. Silas commença à fermer la porte. Samuel bloqua le passage du pied. Ton frère est mort. Silas se figea. Le mois dernier, sa concession au nord, présentée comme un accident. Mais tu sais très bien que ce n'en était pas un. L'homme disloqué eut le visage qui se tordit. La douleur, la rage, quelque chose qui aurait pu être du chagrin s'il lui en était resté assez. Va-t'en. Villemont l'a fait tuer pour la même raison qu'il a tué Patrick. Parce que ton frère lui résistait. Silas, sa voix se durcit. Te cacher n'a pas protégé ta famille. Courir ne l'a pas protégé. Prendre l'argent de Villemont n'a servi à rien. L'homme dévasté le fixa. Samuel adoucit la voix. Je sais que tu as peur. Tu as toutes les raisons de l'avoir. Mais la fuite ne t'a apporté que la solitude. Une chambre qui sent le remords et une bouteille pour compagne. Il marqua une pause. C'est comme ça que tu veux finir? Saoul est oublié? Ou tu veux mourir debout en disant la vérité, en faisant que ça serve à quelque chose? Silas le regarda longuement. Ils vont me tuer avant que j'ouvre la bouche. Peut-être. Samuel s'appuya contre le chambranle. Tu ne peux pas ramener ton frère. Tu ne peux pas défaire ce qui a été fait. Mais tu peux faire en sorte que sa mort ait un sens. Que la mort de Patrick ait un sens. Que Villemont finisse par rendre compte du sang sur ses mains. L'homme dévasté fut silencieux longtemps. Puis il ouvrit la porte en grand. Entre. J'ai besoin d'un verre avant de faire quelque chose d'aussi stupide. Ils parlèrent toute la nuit. Silas raconta par petits morceaux d'abord, puis de plus en plus vite au fur et à mesure que les mots prenaient de l'élan. J'étais dans le tunnel adjacent, dit-il, la voix creuse. J'ai entendu la chute, les craquements. Je suis arrivé avant n'importe qui d'autre. Patrick était là, coincé sous les décombres, mais encore en vie, encore conscient.
Il m'a saisi le bras. Il m'a dit de regarder les poutres de soutènement. Elles avaient été sciées, à moitié. Juste ce qu'il faut pour les fragiliser. Il voyait les marques même dans l'obscurité. Il savait. Il savait qu'on l'avait assassiné et il savait qu'il était en train de mourir. La voix de Silas se brisa. La dernière chose qu'il a dite, c'était le prénom de sa femme, Éléonore. Puis c'était fini. Samuel ne dit rien. Laissa le silence tenir le poids de ça. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» demanda-t-il finalement. « J'ai essayé. » Silas serra sa tasse vide. « J'ai tout dit au contremaître. J'ai cru qu'il voudrait savoir. Il m'a regardé comme si j'étais déjà enterré. M'a dit que si je répétais ça à qui que ce soit, ma famille en paierait le prix. Ma femme, mes enfants. Alors tu es parti. Villemont m'a donné de l'argent, m'a dit de disparaître, que ma famille serait en sûreté tant que je restais tranquille et loin. Silas lâcha un rire sans joie. J'y ai cru. Imbécile que j'étais. Jacob n'était pas dans le marché. Non, il ne l'était pas. Silas se leva, alla vers la fenêtre. Je me suis bu à demi-mort pendant 2 ans en essayant d'oublier ce que j'avais vu. D'oublier Patrick. D'oublier le marché honteux que j'avais conclu. Mais la culpabilité ne part pas. Elle s'alourdit, c'est tout. Alors pose-la. Samuel se leva aussi. Reviens avec moi, dis la vérité. Donne à la veuve de Patrick et à ses filles ce qu'elles méritent. Il y a un inspecteur du gouvernement qui doit passer dans le canton le mois prochain, dit Jonas. Il vient de Paris, il est en dehors de la portée de Villemont. Si on peut lui présenter ton témoignage, les vrais registres de la mine si on peut les trouver, ça sera suffisant pour enclencher une vraie enquête. Silas se retourna. Pour la première fois, quelque chose d'autre que du désespoir brillait dans ses yeux. Tu crois vraiment qu'on peut le battre? Je crois qu'il faut essayer. Je crois que si on ne le fait pas, des hommes comme Villemont gagnent pour toujours. Et je suis las de ce monde-là. Silas fut silencieux, puis il hocha lentement la tête. D'accord, je viens, mais si ça tourne mal, tu as le droit de mourir debout. Samuel lui tendit la main, pas affalé dans une chambre d'estaminet. C'est juste. Silas lui serra la main. Laisse-moi rassembler ce qui me reste. Ce n'est pas grand-chose. Ils partirent à l'aube. Le retour fut plus rapide. Silas, sobre pour la première fois depuis des mois, se révéla être un cavalier compétent. Ils poussèrent les chevaux, ne s'arrêtant que quand les bêtes l'exigeaient. Au matin du 4e jour, ils franchirent la crête au-dessus de la ferme Callahan. Samuel s'arrêta net. De la fumée montait là où la grange aurait dû être. Il talonna son cheval dans un galop. Silas suivit. La grange n'était plus. Que des poutres calcinées et des cendres fumantes. L'odeur de bois brûlé et de paille imprégnait l'air. Samuel sauta de cheval avant même que l'animal s'immobilise. Éléonore, grâce, espérance. La porte de la chaumière s'ouvrit à la volée. Éléonore se précipita dehors, les cheveux défaits, le visage marqué de suie et de larmes. Derrière elle, les jumelles se tenaient l'une à l'autre. Samuel la rattrapa, tandis qu'elle se jetait dans ses bras. « Dieu merci » sanglota-t-elle. « Dieu merci, tu es revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes tous blessés? » Les filles. Elles vont bien. Elles vont bien. Elle se dégagea. Ses yeux étaient rouges mais farouches. Ils sont venus la nuit dernière. 3 hommes avec des torches. Ils ont incendié la grange pendant qu'on dormait. Qui? Les hommes de Villemont. J'ai vu Clément les mener. Sa voix se durcit. J'ai saisi le fusil et j'ai tiré en l'air. Ils ont détalé. Mais la grange. Elle fit un geste vers les décombres fumants. Tout est parti. Le foin, les réserves, tous les outils de Patrick. Samuel serra les mâchoires. Quelqu'un d'autre a été blessé. Non. Jonas est apparu depuis je ne sais où. Il les a mis en fuite avant qu'ils puissent faire autre chose. Elle regarda par-dessus l'épaule de Samuel. Qui est cet homme? Silas s'était arrêté à distance, debout et incertain, comme un homme qui a oublié comment se tenir parmi des vivants. Silas Renaud. Il était à la mine avec Patrick. Il est venu pour dire la vérité. Éléonore prit une longue inspiration. Elle traversa la cour jusqu'à Silas, s'arrêta devant lui. Il ne pouvait pas la regarder. « Vous étiez là, dit-elle. »« Quand Patrick est mort, oui, madame. Sa voix n'était qu'un souffle, j'étais là. Dites-moi, son ton n'était pas de l'accusation. » C'était une demande simple et directe. Silas leva enfin les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues burinées. Il n'a pas souffert longtemps. Et son dernier mot, madame, c'était votre prénom, Éléonore. La contenance d'Éléonore craqua. Elle pressa une main sur sa bouche, se détourna une seconde. Puis elle revint face à Silas, les yeux brillants mais secs. « Merci d'être revenu. Merci d'avoir trouvé le courage. » Silas baissa la tête. « C'est votre ami Becquet qui l'a trouvé pour moi. » À l'intérieur de la chaumière, les jumelles étaient silencieuses. Elles avaient trop vu. Grâce, toujours si bavarde, ne disait plus rien. Espérance regardait dans le vide, serrant sa figurine en bois. Samuel s'accroupit devant elle. « Et, regardez-moi. » 2 paires d'yeux bruns, larges d'une peur qu'elle n'aurait pas dû avoir à porter si tôt. « Je suis revenu.
Je vous l'avais promis et je l'ai fait. Et je vais arranger tout ça. Tout. Personne ne vous fera plus de mal, à vous ni à votre mère. Les mauvais hommes ont brûlé la grange de papa, murmura Grace. Tout son atelier. Tout. Les choses se reconstruisent. Les gens, non. Samuel prit leurs mains dans les siennes. Vous êtes sauve, ça c'est ce qui compte. Espérance glissa la main dans sa poche. En sortit le bouton en bois étoilé. Toujours là, dit-elle. Je l'avais récupéré. Samuel regarda ses mains vides. Elle avait repris le bouton sans qu'il s'en aperçoive. Il le lui avait rapporté. Il était revenu. Je t'avais dit que tu reviendrais, dit Espérance avec sa tranquillité habituelle. Je l'avais vu dans tes yeux. Jonas apparut dans l'encadrement de la porte, silencieux comme une ombre. Villemont est en train de préparer son coup, dit-il. L'incendie n'était que le début. On m'a rapporté qu'il convoque une réunion du conseil municipal demain. Il prétend s'inquiéter du bien-être de la veuve, de la sécurité de ses filles. Éléonore devint blanche. Il ne peut pas faire ça. Il a le gendarme, le juge de paix, la moitié du conseil. Jonas secoua la tête. Il prétextera l'incendie. Le fait qu'une étrangère se soit installée ici. Il tordra tout. Alors on l'arrête. La voix de Samuel était calme. Mortellement calme. On va à cette réunion. On emmène Silas. On dit la vérité devant tout le monde. Ils n'écouteront pas. Certains écouteront. Samuel regarda Éléonore, puis Marthe, qui se battait seule depuis des années. Les gens qui avaient trop peur pour parler. Si on leur donne une étincelle, peut-être qu'ils retrouveront leur courage. Et si ce n'est pas le cas, on se bat quand même. On se bat jusqu'au bout. Jonas l'étudia un long moment, puis il sourit. Le premier vrai sourire que Samuel lui voyait. Tu as changé, mon vieux. Le Samuel que tu connaissais aurait fui. Le Samuel que je connaissais n'avait rien pour lequel se battre. Il regarda Éléonore et les jumelles. Maintenant tu en as. Cette nuit-là, ils planifièrent. Silas témoignerait publiquement lors de la réunion du conseil. Tout ce qu'il avait vu. Tout. Il ferait appel à Marthe pour les soutenir et à quiconque d'autre aurait le courage de parler. Ce n'est pas assez, dit Éléonore doucement. Ils étaient assis près du feu, les filles endormies. Silas assoupi dans un coin. Le témoignage seul ne suffira pas. Villemont niera les preuves. Les vrais registres que Patrick avait trouvés. S'ils existent encore, ils sont dans le coffre de Villemont. Tu sais où ils se trouvent. Patrick t'en avait parlé. Dans le bureau, derrière un tableau. Éléonore se crispa, mais y entrer, laisse-moi faire. Samuel avait un sourire presque sombre. J'ai forcé des endroits plus gardés. L'armée vous enseigne des choses qui ne figurent dans aucun manuel officiel. Si tu te fais prendre, alors veillez à ce que ma mort serve à quelque chose. Mais je ne compte pas me faire prendre. Cette nuit-là, assis près des braises mourantes, Éléonore lui parla doucement. J'avais tellement peur quand tu n'étais pas là. Quand ils sont venus avec leurs torches, tout ce à quoi je pensais, c'était que tu n'étais pas là, et que je risquais de ne plus jamais te revoir. Je suis là maintenant. Pour combien de temps encore? Elle le regarda. Sa voix n'accusait rien, cherchait juste la vérité. Pour aussi longtemps que vous voudrez de moi. Samuel se tourna vers elle. J'aimais ma femme, je l'aimais plus que je savais l'exprimer. Quand elle est partie, j'ai cru que cette partie de moi était morte aussi. Ce qu'il y a entre nous n'est pas moins que ce que j'avais avec Marguerite. C'est différent. Elle était ma jeunesse, mon premier amour. Vous êtes ma deuxième chance. Éléonore le regarda un long moment. Je ne veux pas remplacer Marguerite. Je ne le veux pas non plus. On ne remplace pas, on continue à vivre. Et j'avais cessé de le faire. Il tendit la main, prit la sienne. Quand je reviendrai demain soir, si tout se passe bien, j'aimerais qu'on parle vraiment de ce que c'est. De ce que ça pourrait devenir. Éléonore se pencha en avant et posa son front contre le sien. Ne meurs pas demain, ce n'est pas dans mes plans. Elle rit doucement. Ce rire brisé mais vrai. Ils se regardèrent dans la pénombre des braises. Puis Éléonore se leva, posa une main sur sa joue et remonta vers la chaumière. Avant l'aube, Samuel glissa hors de la grange. Le domaine Villemont était à 3 kilomètres vers l'est. Une grande propriété, des gardes armés, mais Samuel savait se déplacer en silence, savait devenir ombre. L'armée vous apprenait des choses. La guerre de 70 avait achevé l'apprentissage. Il atteignit le manoir principal au moment où le ciel commençait à pâlir. Trouva la fenêtre du bureau, força le loquet. Des techniques qui n'auraient pas leur place dans un rapport officiel. À l'intérieur, tout était sombre et coûteux. Le genre de richesse construite sur la souffrance des autres. Le tableau était où Éléonore avait dit. Une toile de chasse à court, derrière elle, le coffre encastré dans la pierre. Samuel travailla vite. Ses vieux savoir-faire revenaient comme si ses mains les avaient toujours su. Le coffre cliqueta. À l'intérieur, des billets, des actes de propriété, des papiers et un registre relié en cuir. Samuel le feuilleta. Des chiffres, des dates, 2 colonnes,
L'une intitulée officielle, l'autre réelle. La colonne réelle affichait presque le double. Des années de vol documentées de la main même de Villemont. Samuel glissa le registre sous sa veste. Des pas dans le couloir. Il fut à la fenêtre et dans l'obscurité avant qu'on entre dans la pièce. Le retour fut la traversée la plus longue de sa vie. Chaque ombre semblait bouger. Chaque son semblait être la poursuite. Mais personne ne le suivit. Il arriva à la ferme au lever du soleil. Éléonore était sur le perron, le fusil à la main, le visage pâle de veille inquiète. « Tu t'en es sorti ?» Elle posa l'arme. Ses mains tremblaient légèrement. Il sortit le registre. « Nous l'avons. » Éléonore le prit avec des mains qui n'en menaient pas large, le feuilleta. C'est ça que Patrick avait trouvé. C'est exactement ça. Des années de vol consignées, datées de sa propre écriture. Sa voix se durcit. « Il ne peut pas nier ça. »« Non, » dit Samuel, « il ne pourra pas. » Éléonore leva les yeux vers lui. L'espoir y brûlait comme une flamme que 2 ans de vent glacé n'avaient pas réussi à éteindre. « On peut le battre. On peut vraiment le battre. » Elle lui jeta les bras autour du cou. Son étreinte était forte, tremblante, réelle. Samuel y répondit de ses 2 bras. « Espèce d'homme impossible et têtu » murmura-t-elle contre son épaule. « Il faut ce qu'il faut. » La réunion du conseil municipal était prévue pour midi. Samuel aida Éléonore à monter dans la carriole. Les jumelles s'installèrent à l'arrière, propres et sérieuses, les cheveux nattés serrés. Elles avaient compris que quelque chose d'important se jouait, même sans qu'on leur en dise tous les termes. Scylla chevauchait à côté. Ses mains tremblaient sur les rênes. Pas autant que la veille. « Tu peux le faire, » lui dit Samuel. « Tu as déjà fait la partie difficile. Tu as décidé de venir. Le reste, ce n'est que parler. » Scylla hocha la tête. Ils rejoignirent la route. Crètemont les regarda arriver avant même qu'ils atteignent les premières maisons. Les gens étaient sortis en masse. La nouvelle de la réunion avait circulé. Des agriculteurs, des mineurs, des artisans, tout le monde s'était rassemblé dans la rue principale. Ils regardèrent la carriole passer en silence. Certains visages montraient de la curiosité. D'autres, de la peur. Quelques-uns laissaient transparaître quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Samuel arrêta la carriole devant la mairie. La réunion se tenait dans la grande salle. Terrain neutre en apparence. Clément Villemont se tenait sur les marches, les bras croisés. Derrière lui, 4 hommes du domaine, tous armés. Madame Callahan. Le sourire de Clément était du venin enrobé de miel. « Comme je suis ravi que vous ayez pu vous joindre à nous. » Et votre accompagnateur. Il trouva Silas. La couleur déserta son visage. Sa voix se fissura une seconde. « Vous. » Il était censé être quoi? Samuel fit avancer les chevaux d'un pas. Mort, disparu, à boire sa culpabilité dans l'oubli. La maison Clément refit surface, mais elle était fêlée à présent. Ce n'est pas terminé. Non, Samuel aida Éléonore à descendre. Ça commence à peine. La salle de la mairie était bondée, chaque banc occupé, des gens debout le long des murs, des années de silence comprimées dans un seul après-midi. Marc Villemont siégeait au premier rang, cheveux argentés, le visage taillé dans du granit. Le lieutenant de gendarmerie à ses côtés, le juge de paix, le maire, ses hommes, ses marionnettes, son royaume. Le curé Hartley présidait, à l'air mal à l'aise. « Cette réunion est ouverte, dit-il d'une voix faible. Nous sommes ici pour examiner la situation au domaine Callahan. » Villemont se leva. Sa voix emplissait la salle comme le tonnerre. « Nous sommes ici parce qu'une veuve met en danger ses filles, vit dans la misère, héberge des inconnus. » Il secoua la tête avec une tristesse jouée. « Ces pauvres jeunes femmes méritent mieux. Un foyer stable. Une tutelle convenable. » Il laissa le mot flotter. « Ou un établissement honorable par le mariage. » Elles ont un foyer. La voix d'Éléonore sonna claire et forte à travers la salle. Elles ont une protection convenable. Ce qu'elles n'ont pas, c'est justice pour le meurtre de leur père. La salle se tut complètement. Villemont blêmit, puis se durcit. Madame Callahan, votre mari est mort dans un accident tragique. Nous avons déjà eu cette conversation. Ce n'était pas un accident. Samuel fit un pas en avant, et nous pouvons le prouver. Qui êtes-vous pour parler ici? Vous n'êtes personne. Un errant sans attache. Je suis l'homme qui a trouvé la vérité. Samuel sortit le registre de sous sa veste, le teint levé pour que tout le monde puisse le voir. Voici le registre personnel de Marc Villemont. Les vraies recettes de sa mine. 2 colonnes, officielles et réelles. La colonne réelle affiche presque le double sur plusieurs années. Du vol documenté, daté de sa propre main. La salle explosa. Des voix s'élevèrent. Des murmures coururent d'un banc à l'autre. Villemont se leva d'un bond. C'est un document volé. Cet homme a cambriolé mon domaine. Est-ce là un aveu? Samuel haussa un sourcil. Parce que vous venez de confirmer que c'est bien votre registre. Ce sont des mensonges, de la calomnie. Villemont se tourna vers le lieutenant de gendarmerie. Arrêtez-le, arrêtez-les tous. Le lieutenant hésita. Ses yeux balayèrent l'assemblée. Vit la colère qui montait.
vit le doute s'installer sur des visages qui avaient longtemps accepté sans questionner. « Marc, dit-il doucement. Peut-être devrions-nous entendre. J'ai dit de les arrêter. Laissez-le parler. » La voix nouvelle venait du fond de la salle. Marthe Jennings se frayait un chemin entre les bancs, les cheveux gris d'effet, les yeux en flammes. Nous avons enduré le silence assez longtemps dans cette ville, assez regardé ailleurs assez longtemps. Elle pointa un doigt vers Villemont. Cet homme nous a brimés, roulés dessus, intimidés jusqu'à ce qu'on n'ait plus voix au chapitre. Ma foi, j'en ai assez. Des voix d'approbation dans la salle. Peu, au début, puis davantage. Curé Hartley s'éclaircit la gorge. Dans l'intérêt de l'équité, peut-être devrions-nous entendre tous les témoignages. Villemont essaya encore de s'imposer, mais la salle lui échappait et il le sentait. Très bien. La colère déformait ses traits. Laissez-les mentir. La vérité finira par sortir. Oui, dit Samuel. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Il se tourna vers Silas. Dites-leur ce que vous avez vu. Silas Renaud avança, les jambes qui flageolaient, la voix qui tremblait, mais il parla. Je m'appelle Silas Renaud. Il y a 2 ans, je travaillais à la mine Villemont. J'étais là le jour où Patrick Callard en est mort. La salle retint son souffle. Ce n'était pas un accident. Silas s'éleva dans la salle, la voix gagnant de la force au fur et à mesure. Les poutres de soutènement avaient été sciées, à moitié, juste assez pour les fragiliser. J'ai vu les marques moi-même. Patrick Callahan les a vues aussi avant de mourir. Il savait qu'on l'avait tué, des mensonges. Villemont se leva. Cet homme est un ivrogne, un fuyard. Il m'a fait chanter un autre témoignage. Une vieille voix tremblante s'éleva d'un banc du fond. Un mineur se leva, le chapeau serré dans ses mains. Je m'appelle Étienne Vasseur. J'étais dans l'équipe qui a dégagé les décombres ce jour-là. J'ai vu les poutres aussi. Avant qu'on nous dise de nous taire, moi aussi. Un autre homme se leva. Et moi. Puis un autre. Des années de silence qui se brisaient comme un barrage cédant sous la pression. Villemont regardait autour de lui, voyait son pouvoir s'émietter en temps réel, voyait les visages se retourner. Je dirige ce canton depuis 30 ans. Sa voix montait. J'ai créé des emplois, j'ai bâti cette ville. Sans moi, vous n'avez rien. Sans vous, dit Marthe d'une voix cinglante, nous aurions la paix, la sécurité et nos morts encore parmi nous. Le juge de paix se leva lentement, le visage pâle. Étant donné la gravité de ces allégations, je pense qu'il est nécessaire de suspendre la discussion sur la tutelle des demoiselles Callahan et d'ouvrir une instruction formelle sur l'ensemble de ces accusations. Instruction. Villemont cracha le mot. J'ai bâti ce canton, je le possède. Pas si nous en décidons autrement. Le lieutenant de gendarmerie fit un pas en avant. Marc Villemont. Vous êtes placé en garde à vue dans l'attente d'une instruction judiciaire. Vous ne pouvez pas faire ça. Je vous le ferai regretter. Je vous détruirai tous. L'un des hommes de Villemont fit un mouvement vers sa veste. Il n'eut pas le temps de l'achever. Jonas apparut de nulle part, silencieux comme une ombre tombée du ciel. « Je déconseille fortement », dit-il d'une voix égale. L'homme du domaine s'immobilisa. Le lieutenant fit signe à ses hommes. Ils emmenèrent Marc Villemont. Clément tenta de s'élancer vers Samuel. Samuel l'anticipa. Son poing atteignit la mâchoire de Clément avec une précision froide. Le fils Villemont s'effondra sur les planches de la mairie. « C'est pour la grange, dit Samuel, et pour 2 ans à rendre la vie impossible à une femme honnête. » Les gardes du corps récupérèrent Clément. L'emmenèrent. La salle s'anima lentement. Les gens se levaient, se parlaient, des années d'oppression soudain relâchées dans un grand souffle collectif. Certains s'approchèrent pour serrer la main de Samuel. D'autres entourèrent Éléonore d'une chaleur qu'il lui avait refusée pendant 2 ans. Curé Hartley vint vers elle, le chapeau à la main. « Madame Callahan, je vous dois des excuses. Cette paroisse, cette ville entière vous a abandonné dans l'épreuve. Nous étions des lâches. » Éléonore l'étudia un moment. Sa voix ne portait pas de rancœur, juste la vérité. « Oui, vous l'étiez. Mais aujourd'hui, vous avez fait mieux. Ça compte pour quelque chose. J'espère qu'on pourra reconstruire la confiance perdue. Nous verrons. » Elle prit le bras de Samuel. « Pour l'instant, j'aimerais ramener ma famille chez elle. » Ils sortirent dans la lumière blanche de l'hiver. La place du bourg était pleine de gens. Ils s'écartèrent au passage d'Éléonore et de Samuel. Certains hochèrent la tête. D'autres murmurèrent des excuses maladroites. D'autres encore regardèrent simplement. Monsieur Samuel. Grace tira sa manche. Est-ce qu'on est en sécurité maintenant, pour de bon? Samuel s'accroupit à son niveau. Le mauvais homme s'en va. Et même s'il revenait, il n'aurait plus de pouvoir. Parce que les gens ont vu la vérité. C'est vous qui avez arrêté tout ça? Il y avait beaucoup de gens qui ont eu du courage aujourd'hui. Samuel regarda la foule. Silas, Marthe, les mineurs qui se sont levés pour parler. C'est le courage de tout le monde ensemble. Espérance lui prit la main. Vous resterez, n'est-ce pas? La question contenait une certitude tranquille.
Vous ne repartirez plus. Samuel regarda Éléonore. Elle l'observait avec ses yeux farouches et beaux. Non, dit-il. Je ne repars plus nulle part. Grâce poussa un cri de joie. Espérance sourit de son sourire rare et précieux. Éléonore hocha la tête comme si elle l'avait su depuis le début. Ils rentrèrent à la ferme dans la lumière de l'après-midi. La grange calcinée était toujours là, les ruines fumantes de l'atelier de Patrick. Rien n'avait magiquement changé. La ferme portait toujours les marques de 2 ans d'épreuve, mais tout avait changé. Ce soir-là, après le dîner, les jumelles assis près du feu avec leurs figurines en bois, Samuel fit la vaisselle avec Éléonore. Le silence entre eux était différent, allégé. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle doucement. « On reconstruit la grange, on passe l'hiver, on plante au printemps. Il essuya une assiette, on recommence ensemble si vous le voulez bien. » Éléonore posa son torchon, se retourna vers lui. « Samuel Beck, est-ce que vous me demandez de rester dans ma vie? Je vous demande de rester dans votre vie avec moi. D'être ce dont vous avez besoin. Et si ce dont vous avez besoin, c'est quelqu'un avec qui partager cette vie, ce foyer, ces filles. » Samuel sentit son cœur battre fort. « Alors je serai honoré. Si vous voulez bien d'un ancien soldat avec trop de fantômes et pas assez de bon sens. » Éléonore s'approcha de lui, se pencha en avant et l'embrassa. Doux, bref, une promesse plus qu'une passion. Quand elle recula, ses yeux brillaient. « Les filles regardent » chuchota-t-elle. Samuel se retourna. 2 visages étaient dressés du coin, les yeux ronds, la bouche ouverte. « Vous allez vous marier » demanda Grâce d'une voix nette. « Parce que si oui, j'exige une belle robe. »« Grâce » dit Éléonore en rougissant. « Quoi ?»« C'est vrai. Et Espérance veut porter des fleurs. On en a déjà parlé. » Samuel regarda Éléonore. Elle le regarda. « Peut-être, » dit-il avec soin. « Un jour. Si votre mère est d'accord, elle est d'accord. » Grâce leva les yeux au ciel. Elle sourit quand elle vous regarde. Elle ne souriait plus avant que vous arriviez. Grâce, ce n'est pas vraiment. C'est vrai, maman. Espérance de sa voix tranquille. Avant, tu étais triste. Maintenant, tu ne l'es plus. À cause de lui. La protestation d'Éléonore mourut dans sa gorge. Ses yeux étaient humides. Samuel traversa la pièce, s'accroupit devant les jumelles. Je ne peux pas remplacer votre père. Je n'essaierai jamais. Il était votre père et il vous aimait, et rien ne changera ça. Il prit leurs mains dans les siennes. Mais j'aimerais faire partie de votre famille. J'aimerais rester. Vous voir grandir, être là pour tout. Grâce noua les bras autour de son cou, brièvement, fortement. Tu peux être notre 2e papa. Papa ne te reprochera rien. Il t'aimerait bien, j'en suis sûr. Espérance hocha la tête avec gravité. Papa t'a envoyé vers nous. Il voulait que tu restes. Samuel les serra toutes les 2 contre lui. Ces 2 miracles silencieux qu'il avait arrêtés à un portail le matin de Noël et avaient changé le cours de sa vie. Alors je reste, dit-il. Je reste pour toujours. Le printemps vint lentement sur l'Auvergne. La neige se retira. Le sol se dégela. Des pousses vertes percèrent la terre brune avec cette obstination tranquille du vivant. Samuel et Jonas rebâtirent la grange. Plus grande cette fois, plus solide. Tout le bourg ou presque se présenta pour aider. Des gens qui avaient ignoré Éléonore pendant 2 ans débarquèrent avec des outils et du bois et des excuses maladroites. Marthe Jennings organisa les femmes pour apporter à manger. Le curé Hartley bénit la nouvelle charpente. Même le lieutenant de gendarmerie, le chapeau à la main, vint demander ce qu'il pouvait faire. Marc Villemont était en détention provisoire, attendant le passage de l'inspecteur gouvernemental. Le registre et le témoignage avaient suffi. La justice serait lente, mais elle viendrait. Clément avait fui vers le sud. Certains disaient le midi. D'autres disaient qu'il avait eu une mauvaise rencontre sur la route. Personne ne paraissait trop pressé de se renseigner. Silas Renaud, sobre depuis 3 mois à présent, s'était installé à Crètemont. Il travaillait pour le forgeron. Il dormait sans cauchemar pour la première fois depuis des années. La culpabilité ne disparaissait pas, mais elle avait cessé de le dévorer vif. Sur un matin d'avril lumineux, Samuel se tenait sur le perron de la chaumière et regardait le soleil se lever sur les montagnes. Éléonore vint se placer à ses côtés. Elle portait sa robe de tous les jours et les cheveux libres dans le dos. Lumineuse comme quelqu'un qui a cessé de se battre contre lui-même. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle. « Depuis Noël matin, dit-il simplement. » Elle prit sa main. À l'intérieur, les jumelles s'affairaient depuis l'aube. Grâce dans une robe blanche qu'elle avait choisie elle-même avec une conviction absolue. Espérance portait un panier de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies au lever du soleil. Les premières fleurs du printemps, têtues et vives. « Vous êtes belles toutes les 2, leur dit Samuel quand il les vit. « Vous avez l'air nerveux, dit Grâce. « Je le suis. » Vous n'avez pas à l'être. Maman a déjà dit oui. La partie difficile est faite. Samuel rit. Ce rire facile et entier qu'il n'avait plus depuis des années.
Ils marchèrent jusqu'à l'église ensemble. Tout le bourg s'était rassemblé. Des visages qu'il avait autrefois regardés avec méfiance souriaient à présent. Jonas se tenait au fond, les bras croisés, approuvant de la tête. Marthe Jennings tamponnait ses yeux avec un mouchoir. Silas Renaud, assis parmi la congrégation, tenait enfin debout dans sa peau. Samuel accompagna Éléonore dans l'allée centrale. Les jumelles suivaient, semant des pétales. La cérémonie fut simple, des mots anciens prononcés avec un sens nouveau. Quand le curé demanda si quelqu'un s'y opposait, Grace lança d'une voix claire « Que personne n'essaie ». La nef tout entière rit. Quand Samuel embrassa sa femme, les jumelles applaudirent. Dehors, sous le soleil printanier, les gens lancèrent du riz et offrirent leurs félicitations. Grace tira la manche de Samuel. « Est-ce que je peux maintenant t'appeler papa ?» Samuel s'accroupit, la regarda dans les yeux. « Tu peux m'appeler comme bon te semble. »« Papa », dit-elle avec une conviction solide. « C'est ce qui convient. » Espérance hocha la tête. « Papa, c'est juste. » Les yeux de Samuel brûlèrent. Il s'hila pour reprendre pied. « Alors c'est comme ça qu'on m'appelle. » Ce soir-là, dans la chaumière qui était maintenant leur foyer à tous les quatre, Samuel s'assit près du feu. Éléonore contre son épaule, les jumelles endormies dans leur chambre. Le feu crépitait. Dehors, la nuit d'Auvergne s'étendait vaste et étoilée. « Je n'aurais jamais cru retrouver ça, » dit Samuel doucement. « Un foyer. Une famille. Une raison de me réveiller le matin. Moi non plus. » Éléonore leva la tête, l'embrassa sur la joue. « Après Patrick, j'ai pensé que c'était fini. La fin de tout. Et maintenant elle sourit. Maintenant, j'ai 2 filles qui sont enfin heureuses. Une grange neuve pleine de foin. Des voisins qui me regardent dans les yeux. Et un mari qui est venu frapper à ma vie un matin de Noël comme une réponse à une prière que je n'avais pas osé formuler. » Samuel regarda autour de lui. Le foyer en pierre où le feu vivait. La table où ils mangeaient ensemble. La porte de la chambre des filles entr'ouverte sur leur sommeil paisible. Tout cela réel, solide, à lui. « J'ai cherché toute ma vie sans le savoir, dit-il. Je me déplaçais d'un endroit à l'autre en me racontant que je ne cherchais rien. Et pendant tout ce temps, dit Éléonore doucement, nous étions là. Ils restèrent ainsi tandis que le feu baissait en braise. Dehors, le vent d'avril passait dans les feuilles nouvelles des vieux arbres. Le printemps avait tenu sa promesse. La terre avait recommencé. Le lendemain matin, Samuel se réveilla avant l'aube comme toujours. Mais cette fois-ci, il ne chercha pas à fuir dans le mouvement. Il resta allongé et écouta. La respiration d'Éléonore à ses côtés. Le vent dans les poutres neuves de la grange. Une chouette quelque part dans la forêt. Puis un craquement de porte. Des pas légers. Espérance qui allait aux premières tâches du matin. Grace qui lui emboîtait le pas, comme toujours. Des voix basses dans la cour. Le cheval qui s'ébrouait. Le seau qui tintait contre le puits. Samuel ferma les yeux et sourit dans l'obscurité. Samuel Becquet avait passé 4 ans à fuir le passé. Il avait chevauché à travers des villes et des saisons, en cherchant un endroit où les fantômes ne le trouvaient pas. Il avait cru que la douleur suffisait à définir un homme. Il s'était trompé. Ce matin de Noël, 2 jeunes femmes avaient prié à un portail de clôture pour que quelqu'un s'arrête. Elles avaient demandé l'impossible avec la certitude tranquille de ceux qui savent que les miracles existent. Et lui, l'homme mort qui continuait à marcher, il s'était arrêté. Ce oui avait tout changé. Certains hommes cherchent leur vie entière sans jamais trouver. Ils traversent des villes et des années, un vide qu'ils n'arrivent pas à nommer. Certains le trouvent attendant à un portail de clôture dans la neige, enveloppé dans 2 voix qui disent « Nous prions pour que quelqu'un ne passe pas son chemin ». Samuel avait trouvé le sien. Il n'allait pas le lâcher. Le feu brûla doucement. La nuit s'approfondissait. Éléonore respirait contre son épaule. Dans la chambre d'à côté, ses filles dormaient en sûreté. Dans la cour, la grange neuve sentait le bois frais et le foin de printemps. Sur la colline derrière la ferme, une petite croix de bois se tenait contre le ciel étoilé. « Pour toi aussi, » dit Samuel tout bas vers la croix. « Pour toi qui as remis les choses en ordre jusqu'au bout. Je veille sur eux. » Et quand il s'endormit, ce fut sans rêver de tombe, ni de fièvre, ni de perte. Il rêva de récoltes à venir, d'anniversaires qui n'avaient pas encore eu lieu, de premiers matins encore à naître, de la vie longue et ordinaire et magnifique qui s'étendait devant eux comme un champ en avril. Il rêva du foyer, et quand il se réveilla, il était encore là, réel, solide, à lui. Une famille tressée non du sang mais du choix, du courage, et de 2 jeunes femmes qui avaient cru au miracle assez fort pour en créer un. L'été vint, et le domaine des 3 chênes connut sa meilleure saison en 11 ans. Non par chance, et non par la seule grâce du temps, bien que l'un et l'autre eussent été raisonnables, mais parce que 2 personnes qui comprenaient des choses différentes de la même affaire la travaillaient ensemble depuis octobre,
et les résultats de cela se voyaient dans les chiffres. Le travail de clientèle d'Elisabeth était devenu, en juillet, la chose que Dekex avait appelée vérification comptable, bien qu'elle n'employât toujours pas elle-même ce titre. Elle avait 7 clients réguliers dans le canton. 3 étaient des commerces recommandés par l'association des marchands. Un était un nouveau négociant en fourniture qu'il avait approché précisément parce qu'il voulait que ses propres registres soient vérifiés avant d'entrer sur le marché du canton, ce qu'elle trouvait, en privé, profondément satisfaisant sans jamais prendre la peine de l'exprimer pleinement. Elle travaillait dans le bureau à la fenêtre du sud chaque matin. La vue donnait sur les peupliers, le ruisseau, et quel que soit le temps qu'il faisait, et elle trouvait qu'elle aimait avoir le monde dehors, par la fenêtre, tandis que les chiffres étaient à l'intérieur. C'était un bon arrangement. Le renvoi pénal contre Cavaillon était parti devant le procureur territorial en avril. Il n'y avait pas encore de verdict. Il n'y en aurait peut-être pas avant longtemps. Elisabeth avait fait sa paix avec cela, parce qu'elle comprenait que certains processus prenaient le temps qu'ils prenaient, et que la seule chose qu'on maîtrisait, c'était d'avoir bien bâti le dossier. Elle l'avait bien bâti. Un jeudi d'août, Marguerite Morin vint au domaine pour une révision de compte prévue, arriva en avance, et trouva Elisabeth à la cuisine en train de nourrir un levain qu'elle entretenait depuis mai, la chose la plus domestique que Marguerite l'ait jamais vue faire, et que Marguerite trouva, pour une raison quelconque, immensément rassurante. « Vous semblez installée, dit Marguerite quand Elisabeth posa le café devant elle. « Je le suis, dit Elisabeth. « Ça vous va bien. » Marguerite enveloppa ses mains autour de sa tasse. « Être installée. » Elisabeth y réfléchit. « Je ne crois pas que ce soit être installé. Exactement. Je crois que c'est... » Elle marqua une pause. « Avoir un sol qui tient. » Marguerite la regarda un moment, puis hocha la tête. C'est une meilleure façon de le dire. Elles passèrent les comptes Morin en revue, qui étaient en excellent ordre parce que Marguerite les tenait selon le système qu'Elisabeth avait mis en place en novembre. Et à la fin, Marguerite dit qu'elle avait une question qui n'avait rien à voir avec les comptes. « Ma nièce vient s'installer chez nous cet automne, dit-elle. 17 ans, une jeune fille intelligente, douée pour les chiffres, mais personne ne le lui a encore dit, parce qu'elle a 17 ans et qu'elle est une fille, et les gens continuent de faire cette erreur. » Elle regarda Elisabeth fermement. « J'aimerais qu'elle vous rencontre, si vous le voulez bien. » Elisabeth regarda Marguerite. Elle pensa à ce que cela signifierait, pour une jeune fille de 17 ans douée pour les chiffres, et à qui on ne l'avait pas encore dit, de rencontrer quelqu'un qui avait bâti quelque chose de réel avec exactement ce don-là. « Envoyez-la moi, dit Elisabeth. N'importe quel matin. » Marguerite hocha la tête comme si quelque chose venait de se régler. Elle rassembla ses documents et repartit avec l'efficacité d'une femme qui a d'autres choses à régler, ce qui était toujours son cas. Ce même jeudi soir, Gabrielle rentra du pré du Sud et trouva Elisabeth à la table de la cuisine, non pas en train de travailler, mais simplement assise, café en main, avec l'air de quelqu'un en train de repasser quelque chose dans son esprit. Il se lava au bassin, il se servit du café, il s'assit en face d'elle. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui. » Elle le regarda. Marguerite Morin voudrait que je rencontre sa nièce, 17 ans, douée pour les chiffres. Il en saisit la portée sans qu'on ait besoin de le lui expliquer. Je pense sans arrêt, dit Elisabeth, à ce que ça aurait pu signifier, à 17 ans, d'avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui avait déjà fait la chose. Elle secoua légèrement la tête. Je n'ai pas eu ça. Non, dit-il. Alors peut-être que c'est la prochaine chose, dit-elle. Il la regarda par-dessus sa tasse de café. Vous allez prendre des élèves. Je vais rencontrer la nièce de Marguerite et voir ce dont elle a besoin. Elle marqua une pause. Mais oui, peut-être, s'il y a des jeunes filles dans ce canton qui ont besoin de savoir que ce travail est possible pour elles. Elle s'arrêta. Quelqu'un devrait le leur dire. Gabrielle posa sa tasse. Il tendit la main à travers la table et la posa sur la sienne. Pas le geste bref et fugace du tribunal, mais pleinement, simplement, le geste d'un homme qui a décidé quelque chose et l'exprime par ses mains, parce que certaines choses sont plus claires ainsi. « Vous savez ce que je pense, dit-il. Dites-moi. Je pense qu'un bourg qui a passé 6 ans à décider de ce que vous valiez est sur le point de découvrir qu'il s'était sérieusement trompé. » Elle regarda sa main sur la sienne, elle le regarda. « Ils le savent déjà, dit-elle. Ils savent. Pour les factures, dit-il. Ils savent que vous avez découvert la fraude. Ça, c'est une chose. » Il soutint son regard. Je parle de l'autre chose, celle qui va apparaître quand les jeunes filles de ce canton commenceront à apprendre que le travail est possible. Il marqua une pause. C'est une autre sorte de savoir. Elle resta silencieuse un instant. Dehors, la soirée d'août s'installait.
Les peupliers faisaient leur bruit. Pierre s'affairait dans la grange avec un cliquetis irrégulier. La voix de Colin parvenait du côté du baraquement, parlant à Domingo de quelque chose qui faisait rire Domingo. Les sons de l'endroit où elle vivait, les sons du foyer. « C'est drôle, dit-elle. Quoi donc ?»« Tout le monde pensait que vous me sauviez. » Elle regarda cet homme délibéré, patient et décent, de l'autre côté de sa table de cuisine. Cet homme qui l'avait regardé au milieu d'une rue en octobre et avait vu, non ce que le bourg avait décidé, mais ce qui était réellement là. Et vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez donné un endroit où me tenir debout. Il la regarda fermement. Et j'ai contribué à bâtir quelque chose qui valait la peine qu'on s'y tienne. Il la regarda longuement, de cette attention pleine et directe qui était simplement sa façon de vouloir dire les choses. Oui, dit-il doucement. Vous l'avez fait. Dehors, les peupliers bougeaient. À l'intérieur, la lampe éclairait chaudement la table de la cuisine, les comptes étaient en ordre, et le bureau à la fenêtre du sud était plein du travail d'une femme qui avait décidé, quelque part entre octobre et avril, qu'elle en avait fini de demander au monde la permission d'y prendre sa place. Elle n'avait fait aucune annonce, elle n'en avait pas eu besoin, elle avait simplement continué de travailler. Et le monde s'était réorganisé, lentement, imparfaitement, et avec une résistance considérable, autour du fait immuable de ce qu'elle savait faire. C'était ainsi que cela avait toujours fonctionné. Elisabeth Vasseur l'avait compris, non par de grands gestes, non par une vindication publique, non par ce moment satisfaisant où tout le monde s'excuse en même temps, mais par le travail, par la preuve quotidienne, régulière et implacable d'une compétence offerte sans excuse et acceptée, à la fin, à ses propres conditions, par une porte restée ouverte, par un sol qui tenait bon. La valeur d'une personne ne se décide jamais d'après ses origines. Elle se bâtit jour après jour dans les choix qu'on fait, quand il serait plus facile de s'arrêter. Elisabeth Vasseur ne s'arrêta pas. Et à Clerval-sur-Vert, dans les années qui suivirent, on dirait, ceux qui étaient honnêtes à ce sujet, que la meilleure chose qui soit jamais arrivée à ce canton était entrée à cheval, un froid matin d'octobre, sur la monture d'un fermier, avec une valise et 14 francs or et 30 centimes.